La légende de Croque-Mitaine par Ernest Lépine. Seconde édition, 1874. Préambule. Que Dieu soit avec vous. Puisse la lecture de cette histoire vous être aussi agréable et aussi profitable que je le désire. Je vais faire défiler devant vous des souverains de tous les pays, des soldats de toutes les armes, des chevaliers de toutes les couleurs, des héros et des héroïnes de tous les âges. On se donnera, pour vous plaire, des coups d'épée et de lance comme jamais il n'en a été reçu. Des armées entières vont rester sur le carreau, et la page ne sera pas plus tôt tournée que toutes les blessures seront guéries. Si vous réfléchissez à ce que vous aurez lu, vous reconnaîtrez que, contrairement aux lois de la perspective, un danger paraît toujours plus grand de loin que de près. Première partie. La passe d'armes de Fronsac. Chapitre 1. Charlemagne. L'histoire que j'ai entrepris de vous conter s'est passée, si elle s'est passée, du temps du grand empereur Charlemagne. Il n'est pas besoin d'écrire de contes lorsqu'on veut intéresser en parlant de cette époque merveilleuse. La vérité suffira pour vous ouvrir les yeux à deux battants. Quels sont les chétifs prodiges des fées, ogres, géants, génies, farfadets, à côté de ceux qu'accomplit Charlemagne, et quelle baguette magique eut autant de pouvoir que son épée? Il faut, avant d'aller plus loin, que je vous fasse en quelques lignes le portrait de ce héros. Sa taille était de 8 pieds à la mesure des siens, et les historiens disent dans leur enthousiasme qu'ils étaient longs à merveille. Ses yeux étaient grands et perçants, et, lorsqu'il était en colère, on eût dit qu'un incendie s'allumait sous ses paupières. Il avait la face vermeille et large d'un empan. Ses cheveux étaient bruns et il portait toute sa barbe. Sa ceinture avait 8 pieds de longueur, sans qu'il eût le corps disproportionné. Il mangeait volontiers en un repas la 4e partie d'un mouton, ou une oie, ou un jambon, ou un paon. Il était sobre de vin et y mêlait peu d'eau. Sa force était si grande qu'il tordait, en se jouant, 3 fers à cheval réunis en faisceau. Il enlevait de terre, à bras tendus, un chevalier armé de toutes pièces, debout sur la paume de sa main. D'un coup de son épée, il fendait en deux un cavalier en tenue de guerre, et la monture par-dessus le marché. Ceci n'était qu'un jeu pour lui. Souvent, avec une bonne grâce dont il avait seul le secret, il se plaisait à donner cette preuve de sa force surnaturelle. Sa colère était redoutée, à l'égal du tonnerre, car elle était aussi prompte à éclater et à frapper. Miséricordieux comme Titus, sûr de jugement comme Salomon, pieux comme saint Joseph, magnifique comme Sardanapale, avisé en paroles comme Ésope, il avait 2 qualités plus rares que toutes celles-là réunies. Quand il parlait, il pensait ce qu'il disait, et quand on lui parlait, il réfléchissait longuement pour comprendre l'intention de ceux qui s'adressaient à lui. L'héritage de son père n'étant pas à sa taille, il se façonna un royaume plus en rapport avec ses instincts de géant. Né en 742, couronné en 768, en 770, il avait conquis l'Aquitaine et la Lombardie. 4 ans après, l'Allemagne lui était soumise. Il fit 53 expéditions militaires et commença le 9e siècle en permettant au pape Léon III de le sacrer empereur d'Occident. Grand distributeur de couronnes, il donnait des royaumes et des duchés comme on donne de nos jours des sous-préfectures. Il lui fallut 2 capitales, Rome et Aix-la-Chapelle. Il promulgua un code de loi connu sous le nom de capitulaire, protégea la religion, répandit les saintes écritures, encouragea les arts et introduisit dans les cathédrales les orgues qu'il emprunta aux Lombards. Entouré de grands esprits dont il stimulait les efforts et avec lesquels il travaillait, il fonda des universités et des écoles. Il mourut en 814, après 43 années de règne, 43 années de conquêtes et de miracles. En vérité, si un héros tel que Charlemagne ne vous suffisait pas, vous seriez bien difficile.
Chapitre 2. Le cortège. Charlemagne, ayant soumis l'Aquitaine, résolut de célébrer l'heureuse issue de cette expédition. Pour mettre le temps à profit et ne pas laisser ses soldats inactifs, il avait fait élever sur les bords de la Dordogne, à 5 lieues de Bordeaux, une puissante forteresse qui prit nom Fronsac, ou plutôt Fronciac, château des Français. C'est là que les tournois s'organisèrent. Des héros d'armes furent envoyés au loin, il arriva bientôt des chevaliers de toutes les provinces. Le lieu choisi pour la joute était une plaine veloutée, située sur la lisière d'une forêt de chênes 5 fois centenaire. Un cadre de collines formait une sorte d'amphithéâtre. Au centre, un vaste emplacement réservé aux combattants avait été entouré de palissades. 2 entrées, une au nord et l'autre au midi, pouvaient donner passage à 10 cavaliers de front. Chacune de ces portes était gardée par 2 héros et 6 poursuivants d'armes. De nombreux détachements dispersés çà et là maintenaient le bon ordre, et cela non sans peine, car à côté du camp militaire s'était formé un campement de bourgeois et de bourgeoises venus d'un peu partout. La discipline y était fort difficile à faire observer, et des coups de bâton pleuvraient sur les récalcitrants, d'autant plus drus qu'on était en pays conquis. Sur une plateforme, non loin de la porte nord, s'élevaient 12 tentes magnifiques réservées aux 12 principaux chevaliers français tenants du tournoi. Des banderoles à leur couleur ou couleur de leurs dames, agitées par le vent, se tordaient au soleil comme des serpents ailés. Chaque cavalier, devant son pavillon, avait fait suspendre son écusson que gardait un écuyer. Plus loin, des tentes moins riches servaient de demeure à plusieurs combattants que l'amitié ou le peu de fortune réunissaient. Cet ensemble donnait une ville bizarre, qui avait jusqu'à des faubourgs composés d'écuries, de planches, de logettes de toutes sortes habitées par les armuriers, maréchaux ferrants, chirurgiens et artisans dont la présence était indispensable. Les marchands étaient exempts de tout péage ou dîme. Aussi, les Juifs étaient venus vendre aux femmes des bijoux de Venise et des parfums d'Orient. Les Bretons avaient apporté leur miel, les Provençaux étalaient leurs fines huiles d'olive. Et tout autour de ces bonnes choses, on voyait rôder pêle-mêle les bateleurs, troubadours, ménestrels et autres pauvres bohèmes dont le nez est fin, mais l'escarcelle vide. Sur la lisière du bois s'élevait le pavillon de Charlemagne. Il était de brocart à larges bandes de pourpre parsemées d'aigles d'or. Les chevaliers, des écuyers, des varlets, des pages allaient et venaient alentour, comme font dans la ruche les abeilles autour de leur reine. De chaque côté de la tente royale, et tout le long de la lisière du bois, des estrades avaient été élevées pour les spectateurs de qualité qui promettaient d'être nombreux. Il en arrivait des nuées à chaque heure, tant l'on était friand d'un semblable spectacle et désireux surtout de contempler Charlemagne. La loge royale avait été dressée un peu en avant du pavillon. Charles avait voulu que la reine de beauté la partageât avec lui. Aussi était-elle gardée pour une moitié par les leudes les plus vaillants et pour l'autre par les filles les plus jolies. Ces 2 cours faisaient leur service au milieu des éclats de rire qui ne cessaient de retentir. Enfin, pour achever ce tableau, représentez-vous, à mi-pente, entre l'arène et la forêt, une chapelle gothique surmontée d'une gigantesque croix de fer. Là, chaque matin, Turpin, le bon et vaillant évêque de Reims, venait officier devant la multitude agenouillée. Le jour du tournoi arriva enfin. Il y eut depuis bien des passes d'armes, mais plus jamais on ne vit pareille affluence. Dès l'aube, toutes les places étaient déjà prises. Les vieux arbres étaient eux-mêmes plus chargés de curieux qu'un prunier de fruits en août. Et les bonnes gens eurent, ma foi, bien raison de se presser, car eussent-ils vécu chacun 10 existences, ils n'auraient jamais rien revu de pareil. Il y eut force coups de pique donnés de côté et d'autre pour calmer la curieuse ardeur des plus enthousiastes. Mais ces Orions, qui eussent été malvenus en toute autre circonstance, personne n'y prenait garde. Soudain, les fanfares font au loin retentir les airs. Une brillante avant-garde vient de prendre place dans l'enceinte, et Charlemagne entre dans l'arène avec une nombreuse escorte de chevaliers, de seigneurs, voire d'ecclésiastiques richement vêtus. L'enthousiasme ne connaît plus de bornes. « Montjoie, Montjoie !» crie-t-on de toutes parts. Charlemagne, qui devait plus tard affecter la simplicité la plus grande, a pour cette solennité revêtu de riches habits. Sa chemise est de fin lin et les extrémités en sont rehaussées de broderies d'or. Sa tunique est couverte de pierres précieuses plus éblouissantes les unes que les autres.
tels que topaz, émeraude et rubis. Ses bracelets et sa ceinture ont été ciselés avec un art infini. Sa tête est ceinte d'un brillant diadème. Sa figure resplendit d'un éclat inconnu. Il dépasse d'une coudée les plus grands d'entre ses ducs, comtes et barons. La reine, franque d'origine, la belle Imiltrude, s'avance au milieu de ses suivantes. Son cou est teint de rose, comme autrefois celui des matrones romaines. Ses cheveux sont retenus par des bandelettes d'or et de pourpre serrées sur ses tempes. Sa chlamyde par des agrafes de rubis. Son diadème, ses vêtements de pourpre lui donnent une majesté à nulle autre égale. C'est bien la femme de Charlemagne. Mais si la reine surpasse toutes les autres femmes par son air majestueux, Aude, la nièce de Gérard de Vienne, la sœur d'Olivier le Vaillant, la surpasse bien davantage par sa beauté, sa grâce et son charme. Elle porte une couronne très légère en poussière de pierreries de toutes les couleurs. Ses cheveux sont blonds, frisant naturellement en boucles fines. Ses yeux bleus comme la mer au pays du soleil, sa chair rosée comme un calice de rose blanche, ses mains petites à merveille. En passant près de Roland, elle a pâli légèrement. Si elle eût été moins belle, je vous eusse parlé davantage de ses riches habits, mais à quoi bon? Nul ne les remarquait. C'était vraiment une grande audace qu'avait la reine de garder auprès d'elle une si charmante demoiselle d'honneur. Chacun, en voyant la belle Aude, se disait « La voilà, ou que je meure, celle qui sera reine de beauté. » Aude a pris près d'elle sa sœur Mita, aussi blonde qu'elle, mais brunie à ce soleil d'Espagne sous lequel elle a été élevée. Des yeux noirs et vifs, des lèvres épaisses, le nez fin et droit, les cheveux pendants en nattes entremêlés dans de longues rangées de perles et de diamants enfilés. Voilà son portrait en quelques mots. Son corsage est couvert de fines perles. Tous ceux qui la voient passer, admirant son air martial et sa riche cuirasse, lui donnent le surnom de Petit Chevalier de Nacre. Derrière Aude et sa sœur suit un charmant dessin de jeunes filles. Puis viennent les pairs et barons. Quel cliquetis d'or, de fer et d'acier, que d'épées devenues célèbres. Chacun de ses bras puissants en vaut 10 sur le champ du tournoi. En bataille, il en vaut 1000. On s'explique à peine l'agilité de ces hommes sous ces formidables armures. Un bœuf de nos jours aurait peine à entraîner une seule. Le casque pesait 125 kilos. Ils manient en se jouant leurs épées, que nous soulevons à grand-peine. À la bataille d'Hastings, dit Robert Wass, Taillefer faisait sauter la sienne comme si fussent un bastonnet. Les chevaux étaient bien faits pour ces hommes. Élevés dans les gras pâturages des bords du Rhin ou de la Bavière, de haute taille, d'encolure puissante, ils prenaient souvent leur part au combat, déchirant à belles dents les ennemis de leur maître. Une fois domptés, on les enveloppait de fer pour les abriter contre les javelots, les lances et les épées. Enfin paraît Roland, comte du Mans et sire de Blève, fils du duc Milon d'Aiglan et de Berthe, sœur de Charlemagne. On dirait une statue de fer et de marbre. Sa main droite brandit une lance qui pourrait aujourd'hui servir de mât à quelque frégate. Sa gauche repose sur sa fidèle épée, sur Durandal. Je ne saurais mieux le comparer qu'à l'archange Michel. Il était à la fois redoutable et doux. Doit-on l'aimer? Doit-on le craindre? Il impose tellement qu'on s'étonne peu des miracles qu'il accomplit. Il semble de race surhumaine, et on lui verrait décrocher quelque étoile ou tirer par la queue quelque comète qu'on en serait à peine surpris. Il est de même taille que Charlemagne, mais plus distingué de forme et de démarche. Son visage ouvert provoque la confiance et inspire le respect. Lorsqu'il vous tend la main, on en est honoré comme d'une faveur royale. Tout fier d'avoir subi ce contrôle d'honneur, on se sent plus assuré de son propre mérite. Roland monte vieil Antif, le seul cheval digne de lui. À ses côtés se tient Olivier, comte de Gênes, frère de la belle Aude. Il le cède à peine à Roland en force, en agilité et en belle grâce. À ses côtés brille son épée, Haute-Claire. Il monte Ferrand d'Espagne, qui va droit à l'ennemi comme la flèche. Puis le duc Auger, Richard de Normandie, Thibaut de Reims, Guy de Bourgogne, Auger le Danois, le duc Nem de Bavière, Girard de Montdidier, Bernard, oncle de Charlemagne, Miton de Rennes, l'ami de Roland, Guillaume d'Orange au Cournet, dont le nom faisait trembler les mécréants comme vous avez tous tremblé au nom du croque-mitaine, et 1000 autres. Sans oublier Turpin, le bon archevêque de Reims, si docte dans le conseil, si pieux à l'abbaye, si vaillant sur le champ de bataille. Turpin est armé en guerre.
Son chapelet et sa masse d'armes s'entrechoquent. La poignée de son arme renferme un os précieux de 5 clés. Il ne se sert pas d'épée, Dieu défendant de verser le sang. Il est vrai que sa masse d'armes pèse 150 livres. Auprès de Charles, on voit encore Lupus, duc de Gascogne. Lupus, qui a vendu son hôte et tous les siens. Lupus, qui n'a pour rival en traîtrise que Ganelon. Oh, que vous les haïrez tous deux si vous me le lisez jusqu'au bout. Lupus se fait remarquer par son armure d'acier bruni, damastiquée d'argent. Ce sont les Sarrasins d'Espagne qui la lui ont vendue. Il est plus rude aux gens en paix qu'en guerre, et la potence est son arme favorite. Moins redouté par ses ennemis que par ses sujets, il a plutôt assommé un homme d'un coup de poing que vous n'avez dit « Dieu vous bénisse ». Réputé pour son ingéniosité en matière de supplice, c'est lui qui, le premier, eut l'idée d'attacher des cordes mouillées autour des tempes de ses prisonniers pour leur faire sortir les yeux des orbites. Lui aussi qui les faisait coudre dans des peaux de bœuf fraîchement dépecées et exposer ensuite au soleil, jusqu'à ce qu'en se resserrant, les peaux leur eussent brisé les os. Ce qu'il y a d'affreux à dire, c'est que nul ne l'avait vu en colère. Charles lui parle à peine. Il se contraint pour ne pas lui laisser voir combien il le méprise. Le comte Ganelon de Mayence n'était pas d'espèce aussi basse. Sa bravoure, du moins, était extrême. Il savait être de bons conseils, et si la jalousie que lui inspirait Roland ne l'avait poussé à mal, c'eût été un des chevaliers les plus vaillants de Charlemagne. Cherchant toujours la solitude, taciturne, farouche même, impie, ne croyant à aucun grand sentiment, tel était Gane au moral. Ai-je besoin de vous dire qu'il n'avait pas d'amis ? Sa taille était à peine de 6 pieds et demi, aussi en voulait-il à tous ceux qui le dépassaient, ne fût-ce que d'une ligne. Ses yeux brillaient à l'ombre de ses cheveux roux, comme ceux d'un caniche enragé. Il aimait l'or pour l'entasser et affectait une grande pauvreté. On eût dit un des Huns d'Attila, plutôt qu'un des paladins de la cour de Charlemagne. Ganelon ne pouvait pardonner à Roland de lui avoir rendu plusieurs fois service. La supériorité du neveu de Charlemagne l'écrasait. Il a de quoi vous surprendre, mais il n'est que trop vrai que, pour les âmes viles, la reconnaissance est lourde et importune. Il faut que je vous fasse connaître un des griefs du comte de Mayence. Chapitre 3. Comme quoi Ganelon, comte de Mayence, fut sur le point d'être fumé en compagnie de 2 pourceaux, et ce qui s'ensuivit. Le château de Ganelon était situé sur la plus haute cime des montagnes du Harz, sur le Blocksberg. Là, au milieu de la forêt hercynienne, qui n'avait pas moins de 24 lieues de longueur sur 10 de largeur, s'élevait l'aire de ce vautour. Une route, une seule, traversait cette vaste étendue, mais Gane avait soin qu'elle fût toujours en bon état. C'était une politesse qu'il croyait devoir faire aux voyageurs qu'il détroussait. Le comte avait auprès de lui une collection des mieux assortis de coquins de toute race. Saxons, Danois, Lombards, Avars, Juifs et Sarrasins s'y donnaient la main pour le mieux des intérêts du diable. Un matin, il les réunit tous et leur dit « Je vous apporte une heureuse nouvelle. Il se présente un bon tour à jouer à ces marchands saxons. On m'assure à l'instant qu'une caravane, composée de 30 mules chargées de richesses et accompagnée d'une faible escorte, doit traverser le Harz ce matin pour se rendre à la foire de Saint-Denis. L'idée m'est venue de protéger le commerce français et de ne pas souffrir la concurrence qu'on cherche à lui faire. Emparons-nous de la pacotille !» Gane et ses gens se mirent à l'affût sur la lisière de la forêt. Ils ne tardèrent pas à voir s'élever au loin sur la route un nuage épais de poussière. « Voilà, sans nul doute, ce que nous attendons. Évitons-leur les 3/4 du voyage. » Et la bande s'élança l'épée au poing. Les 2 tourbillons de poussière se rapprochèrent, des cris partirent du plus éloigné. « Oh là, que faites-vous ? Vous allez écraser nos bêtes !» Gane et ses gens étaient tombés au milieu d'une armée de pourceaux que conduisaient des porchers westphaliens. La surprise des assaillants fut si grande qu'elle donna aux porchers le temps de se regrouper et de tirer leurs couteaux. Et ne méprisez pas cette arme, mes enfants, car les couteaux étaient longs comme le bras, et de ceux dont se servent les bouchers pour découdre le bétail et le dépecer.
Ganelon demeura quelque temps indécis. Cette hésitation lui fut fatale. Les Juifs et les Sarrasins, auxquels la viande de porc est interdite, ne jugèrent pas à propos de pousser plus loin l'aventure. Ils tournèrent les talons, entraînant quelques-uns des leurs qui crurent que leur chef allait se remettre en embuscade. On n'est pas comte de Mayence sans aimer le jambon et la choucroute bien garnie. Aussi Gann tint bon, et, contemplant cet océan de graisse qui grognait à ses pieds, il commença à se lécher la moustache et à songer que c'était là un butin qui en valait un autre. Mais les porchers savaient à qui ils avaient affaire, et ils n'étaient venus en aussi grand nombre que parce qu'ils prévoyaient bien qu'ils seraient attaqués. Ils s'élancèrent sur le comte et ses gens, et commencèrent par couper les jarrets des chevaux. Les 10 cavaliers roulèrent dans la poussière au milieu du troupeau. 2 d'entre eux, ayant fait mine de résister, furent très proprement cloués sur le chemin, mêlant leur sang à celui de 2 truies écrasés par les chevaux. Les 2 autres furent désarmés et prirent la fuite. Quant à Gann, on lui lia solidement les mains derrière le dos. « Ah, ça !» dit le chef de la bande westphalienne. « Avant que les fuyards ne reviennent en force, si nous pendions leur chef !» Cet avis fut goûté de tout le monde, excepté de Ganelon, qui ne cessait de pousser des jurons formidables. On le traîna tout armé sous un chêne, et les porchers, après avoir choisi une branche digne de porter un tel fruit, lui passèrent la corde au cou. On amena ensuite les 2 truies, seules victimes du comte de Mayence, et, après leur avoir ajusté une solide cravate de chanvre, on les hissa aux 2 extrémités de la branche, réservant aux chevaliers la place d'honneur. Ces apprêts terminés, Ganelon fut traîné, pieds et poings liés, au lieu du supplice. Il se roulait ivre de rage, l'écume aux lèvres, appelant vainement ses compagnons de pillage et leur prodiguant des injures. Il eut beau se débattre, une vingtaine de bras robustes le hissèrent entre ses 2 compagnes. « Baisse la visière de son casque !» dit le chef des porchers à celui qui était monté sur la branche pour ajuster la corde. « Le monstre est hideux avec sa tête de tous les jours. Que sera-ce tout à l'heure ?» Ganelon continua de se débattre au bout de la corde, à la grande joie des assistants qui trouvaient qu'il avait la vie dure, mais qui ne s'en plaignaient pas. Cependant, le pendu commença à trouver que la mort était bien lente à venir. Il avait trop fait pendre pour ne pas s'y connaître, et lequel intéressait trop directement pour ne pas appeler toute son attention. « Ces coquins ont fait leur besogne toute travers, se dit-il. Il y a longtemps que je devrais être mort. » Il s'aperçut alors qu'il était suspendu et non pendu, ses bourreaux ayant passé la corde autour de la gorge d'acier de son casque. « Par les 1000 noms du diable, se dit Gann, ceci est une autre affaire, et tout n'est peut-être pas encore perdu. Seulement, si je continue mes gambades, je vais donner l'éveil à ces imbéciles et ils pourraient bien me pendre avec plus de soin. Faisons donc le mort, et le diable enverra sûrement quelqu'un à mon secours. Ce serait trop bête à lui de me laisser mourir. » Mais, pour n'être pas mort tout à fait, le comte de Mayence n'en valait guère mieux. Le sang lui monta au visage et injecta ses yeux. Il commença à entendre un bourdonnement lugubre qui ressemblait fort à un glas. Sa bouche devint sèche, ses lèvres se contractèrent et bientôt ses membres se tordirent dans un suprême effort. Ganelon se dit que tout était fini et perdit connaissance en balbutiant une dernière imprécation. Les porchers, enhardis par leur succès et ne voulant pas abandonner leurs 2 morts à l'ennemi, résolurent de les faire griller pour leur repas. Ils placèrent des sentinelles, rassemblèrent leurs troupeaux et se préparèrent à fêter joyeusement leur victoire. « Mais ta vie, dit le chef, il est un point intéressant pour la science culinaire que nous aurions regret de toute notre vie de ne pas avoir éclairci. L'occasion se présente à nous belle et rare. Ne la laissons pas échapper. N'êtes-vous pas curieux autant que moi de savoir si la chair de chevalier est plus longue à fumer que celle du porc ?» Cette proposition eut le plus grand succès. On plaça donc sous chacune des 3 victimes un amas de branches et de feuilles sèches, et l'on y mit le feu. Puis, se tenant par la main, les vainqueurs commencèrent une ronde accompagnée de hurrahs, une vraie ronde de porchers. Roland passait par là, revenant de Saxe où l'avait envoyé Charlemagne. Certes, il avait en guerre laissé bien des morts sur son chemin, mais jamais il n'eût souffert que l'on commît une cruauté devant lui. Ces chants sinistres, cette ronde infernale, ce hideux appareil de supplice l'indignèrent. Comme il n'était jamais long à prendre un parti, il poussa son cheval contre les danseurs et les dispersa du plat de son épée, ne voulant pas leur faire honneur de se servir du tranchant qu'il réservait pour des adversaires plus dignes de lui. Il s'approcha alors du pendu. Pour couper la corde, il dut maintenir pendant quelques secondes vieil Antif, piétinant dans la braise, au milieu des flammes. Le comte de Mayence tomba lourdement dans le brasier. Roland mit terre et d'un coup de talon le fit rouler à 50 pas, puis il courut lui porter secours. Son premier soin fut de le débarrasser de son casque.
En reconnaissant celui auquel il venait de sauver la vie, je dois avouer qu'il fit la grimace. Le comte du Mans, le plus parfait modèle de la chevalerie, ne pouvait pas aimer les gens de cette espèce. Il n'en fut pas moins empressé à lui venir en aide. Ganelon rouvrit les yeux. Ses chutes successives l'avaient rappelé à la vie, mieux que ne l'eût fait l'eau de Cologne, qui, du reste, n'était pas encore inventée. En voyant son sauveur, il fut plus péniblement impressionné que ne l'avait été Roland. « Êtes-vous blessé, comte ? Que puis-je faire pour vous secourir ? » ?»« Je n'ai pas besoin de votre pitié, sire de Blève. Pourquoi m'avez-vous secouru ? Je ne suis pas de race et de caractère à aimer qu'on m'oblige, et il m'eût été moins cruel de mourir que de vous devoir la vie. Je vous pardonne ces paroles, seigneur Gann. Vous devrez éprouver tant de secousses que vous n'êtes évidemment pas dans votre bon sens. » Le comte de Mayence fut pris à ces mots d'un tel accès de colère qu'il trouva la force de se redresser. S'élançant sur son sauveur, il le prit à la gorge. « Vous allez encore vous faire mal, dit froidement Roland en se dégageant. Vous oubliez que vous êtes en convalescence. Laissez-moi faire, j'entends vous donner les soins que vous méritez de recevoir. » Et, prenant son adversaire par la nuque, il le traîna dans la profondeur du bois, lui lia les mains avec la corde qui avait déjà servi à le pendre, et l'attacha solidement à un arbre. Ganelon écumait, le sang lui venait aux lèvres, ses yeux étaient effrayants pour tout autre que pour Roland. « Maintenant, comte, calmez-vous. Je veux vous porter secours en dépit de vous-même. Rien ne provoque la rêverie comme la solitude. Vous êtes seul, vous allez réfléchir à votre aise, et comme vous êtes un homme avisé, vous vous direz « Ce Roland est bien bon de ne pas m'avoir rompu les os. » Et comme vous êtes lâche et mauvais, peut-être vous direz-vous aussi « Ce Roland est bien sot de ne pas m'avoir mis à mort. » Puis vous finirez par comprendre qu'un homme tel que moi ne peut que mépriser un homme tel que vous. Rêvez, et si Dieu vous inspire, il vous conseillera la prudence. Maintenant, évitez de crier pour que vos ennemis ne troublent pas vos méditations. Elles pourraient bien finir au bout d'une corde. Je vais aller à votre château dire qu'on vous porte secours. Et comme mon royal oncle m'attend à Cologne, pardonnez-moi de ne pas vous attendre. N'oubliez pas que je suis et serai toujours prêt à vous honorer d'un coup de lance ou d'épée, malgré tout le dégoût que j'éprouve à croiser le fer avec un voleur de grand chemin. Les pensées de Ganelon étaient si effroyables qu'il ne trouvait pas de termes humains pour les exprimer. Il baissa le front, et quand il se vit seul, il pleura. Ses larmes tombèrent sur l'herbe. Une chenille qui cherchait pâture les prit pour des gouttes de rosée. Elle en but une et mourut empoisonnée. 2 heures après, les porchers étaient loin, et Gann rentrait dans son château. Tous ceux que Gann soupçonna d'avoir eu connaissance de sa mésaventure moururent dans la semaine. 6 mois plus tard, le comte de Mayence était à la cour de Charlemagne, assis à la même table que Roland. On servit du porc. Il refusa d'en prendre. « Vous lui gardez rancune, comte ? C'est mal. Qui sait, vous repoussez peut-être un ancien compagnon d'infortune. » Ganelon devint blême, mais il ne bougea pas. Après le repas, Roland vint à lui. « Avez-vous donc oublié vos menaces et l'offre que je vous ai faite sur vos terres du Harz ?»« Je n'oublie pas, » dit le comte de Mayence. Voilà quelle fut la cause première de la haine de Ganelon pour Roland. Chapitre 4. Angoula, fraudant de cuivre, préfet de Jérusalem. Pendant que je flânais avec vous sur le Blocksberg, Charlemagne, suivi de son brillant cortège, parcourait l'arène de Fronsac en faisant caracoler son cheval. Il allait gagner la loge royale lorsque des clameurs s'élevèrent dans la foule. Tous les yeux se tournèrent du côté de la porte du Midi, d'où venait une musique bizarre, accompagnée de cris. Charlemagne s'arrêta et envoya demander qui se permettait de troubler ainsi la fête. L'écuyer partit au galop et revint bientôt lui dire « Sire, des mécréants d'Espagne viennent offrir le combat à vos pères et barons au nom du roi Marsile qui tient sa cour à Saragosse. Leur aspect est effroyable. Ils arrivent en cortège précédés d'une musique vraiment digne de païens et demandent à paraître devant vous. Qu'ils entrent, dit Charlemagne en faisant signe de la main au héros qui gardait la porte.
Voilà pour vous une heureuse aventure, ajouta-t-il en se tournant vers ses barons. Vous allez pouvoir vous faire un peu la main sur ces chiens d'Espagne en attendant que nous allions leur rendre visite jusque dans Saragosse, voire jusqu'à Grenade. Nous leur ferons tâter du baptême pour la gloire de Dieu et leur salut. Ont-ils perdu toute vergogne, qu'ils osent regarder des chrétiens en face ? Dit Miton de Rennes. La terre n'a cependant pas encore eu le temps de boire tout le sang répandu aux plaines de Poitiers. Ils y vont sans doute faire pèlerinage, dit Turpin, et prier pour leur père, tant cité que ces mécréants en aient ne sortent pas grands et vêtus des gueules de l'enfer. Comment rougiraient-ils, dit Aude en montrant les premiers sarrasins qui arrivent la barrière. Ils ont le visage de la couleur des harnais de nos chevaux. Oh, les vilains animaux, dit Imiltrude en fermant les yeux. Il est impossible que ce soit là des hommes. Que personne n'oublie que ce sont nos hôtes, dit Charlemagne. Soyons courtois, même avec des païens. La curiosité est à son comble. Tout le monde s'est levé à l'aspect des premiers envoyés de Marcille. Les chevaliers de la suite du roi se dressent sur leurs étriers pour mieux voir les nouveaux venus. D'abord entrent 60 cavaliers éthiopiens plus noirs que le diable. Leurs nez écrasés, leurs larges oreilles ornées d'anneaux pesants, leurs lèvres épaisses sont pour les spectateurs autant de sujets de risée. Leurs bras nus sont chargés de bracelets aux poignets et près des épaules. Ils ont la tête couverte d'un casque léger autour duquel s'enroule un turban de soie blanche. Tous sont vêtus de riches étoffes et s'escriment à qui mieux, les uns frappant à tour de bras sur leurs timbales, d'autres en soufflant à plein poumon dans des trompettes de forme bizarre. Ceux-ci agitent des clochettes, ceux-là frappent leurs triangles d'acier, et de temps en temps retentit le bruit lugubre de 10 gongs de bronze dont les vibrations font trembler la poitrine au point de donner envie de tousser. Viennent ensuite 100 cavaliers de bonne mine couverts de haubert à triple maille, si souples et si légers que les filles de 15 ans les eussent portés avec aisance, et malgré cela à l'épreuve d'une lance sarrasine. D'une lance française ? Nous verrons bientôt. Leur front est protégé par de bons aumes de Saragosse. Ils sont armés de lourds épieux de Valence, et leurs épées, quoique légères, entaillent l'acier ou l'enlèvent par copeaux, tant ils sont habiles à s'en servir. Derrière eux marchent 12 porteurs de gonfanons. Là, le croissant et la queue de cheval des barbarins a remplacé la croix et les banderoles qui guident des fidèles au combat. Enfin, à 10 longueurs de cheval de cette avant-garde paraissent les envoyés de Marcille, rois de Portugal, de Castille, d'Aragon, de Léon et de Valence. Tous, en les voyant, ont frémi. La raillerie a fait place à la stupeur. Le premier est Angoulafre aux dents de cuivre. Sa hauteur est de 12 coudées, sa face large de 3 pieds, son nez long de 9 pouces. Ses bras et ses cuisses sont d'une toise, les doigts de sa main de 10 pouces 10 lignes. Sa bouche, d'une grandeur démesurée, est armée de dents jaunes, aiguës et tranchantes. On dirait plutôt une herse puissante destinée à défendre l'entrée d'un repaire qu'une mâchoire humaine. Il descend de Goliath et prend le titre de préfet de Jérusalem. Il a la force de 30 hommes, et sa masse d'armes est faite d'un chêne de 200 ans. Le colosse est vêtu de peau de bête inconnue, tué par lui sur les cimes de l'Atlas, là où nul autre mortel n'a pu aller. Son cheval n'a pas son pareil, puisqu'il est de taille à le porter. Le hennissement qu'il pousse en rentrant dans l'arène donne peur aux autres chevaux qui se cabrent et désarçonnent quelques cavaliers. La gente sarrasine rit aux éclats. Imiltrude, effrayé, essaye un signe de croix, convaincu que les nouveaux venus s'en vont aller en fumée avant qu'elle n'ait dit « Ainsi soit-il ». Mais les païens avancent en bon ordre. « Il faut que l'enfer ait ouvert ses portes », dit Mita. « Je ne sais pas si les mécréants sont sortis ce matin, dit Olivier, mais à coup sûr, ils y coucheront ce soir. » Charlemagne fronce le sourcil. Aude tremble pour Roland dont elle devine les pensées. Près d'Angoulafre aux dents de cuivre chevauche Mourad, Inaquié, Memoumovassi, fils de Marcille. On l'appelle le Seigneur au lion. Voici pourquoi.
Chapitre 5. Les 3 caprices de Mourad. Marcy trouva son fils un matin plus câlin qu'à l'ordinaire. Il le prit sur ses genoux et lui dit « Qu'a donc aujourd'hui mon enfant? Jamais il ne m'embrasse, et voilà que depuis ce matin j'ai reçu 3 de ses caresses. »« Seigneur, dit Mourad en appuyant sa petite tête sur la poitrine de son père, je voudrais le yagatan qui est à votre ceinture. As-tu donc brisé tous tes jouets? Es-tu fatigué de tes jeux que tu me demandes un aussi terrible hocher? J'ai 7 ans, dit Mourad en se redressant. Je ne suis plus un enfant et puis porter une arme. La vue du sang n'a rien qui m'épouvante. Voyez plutôt. Et, prenant vivement le yagatan avant que le roi n'ait eu le temps de s'y opposer, il se fit une entaille dans le bras. Alors, regardant fermement son père, « Vous voyez que vous pouvez me le donner ?» Le roi étancha le sang avec sa ceinture, embrassa son enfant et lui passa l'arme tant désirée. Le soir, Mourad eut un second caprice. Il n'était jamais sorti seul. Se promener la nuit dans la campagne, quoi de plus désirable? Il ne connaissait la nature qu'au soleil. Il voulut la connaître silencieuse, pleine d'ombre et de clarté demi-voilée. On lui avait parlé du chant des oiseaux de nuit, du cri du lion affamé, des insectes brillant dans les herbes, et faisant un écrin de chaque buisson, de chaque parfum inconnu que la terre ne prête aux plantes qu'aux heures mystérieuses. Il résolut de voir, d'entendre et de connaître tout cela. Mourad se coucha comme à l'ordinaire. Il plaça son yagatan sous son chevet et attendit que tout reposât dans le palais. Puis il se leva doucement, s'habilla et se dirigea vers la porte. Son gouverneur la gardait, endormi sur le seuil. Il s'arrêta et réfléchit. Si j'essaye d'ouvrir cette porte, je vais réveiller mon gardien, et si je le réveille, cédera-t-il à mes prières? Non, certainement. Cédera-t-il à mes menaces? Il en rira. Je vais donc, en interrompant son sommeil, le mettre dans un grand embarras, dont il me saura mauvais gré. Mieux vaut ne pas le réveiller. Et Mourad lui enfonça son yagatan dans la gorge, puis il sortit. Il lui fallut d'abord traverser les jardins. Il lui semblait qu'il ne les avait jamais vus. Les jets d'eau, en retombant dans les vasques, faisaient des trilles argentins qui accompagnaient à ravir les roulades du rossignol. Les chauves-souris, semblables à de grands oiseaux de cuir, traçaient des ronds dans l'air sans qu'on entendît un bruissement d'ailes. Les arbres tamisant la clarté de la lune dessinaient sur le sol des mosaïques de lumière et d'ombre. Il crut voir bouger les lions de marbre et recula. Puis, ayant reconnu son erreur, il se retourna honteux de lui-même afin d'être certain que nul ne pourrait rire de sa peur. Ah! Si dans ce moment un lion vivant avait passé, il lui eût fait payer cher la frayeur que lui avait causée la statue. Mais une fois la première surprise calmée, Mourad, qui n'était précisément pas d'un tempérament poétique, pressa le pas. Ce qu'il voulait voir, ce n'était pas ce jardin, prison merveilleuse dont il n'avait jamais franchi les murs, où chaque pas se faisait sur la mousse. Il lui fallait l'imprévu, l'espace et les aventures. Il sauta par-dessus le mur et tomba au milieu d'une ronde de Nubiens. Ces braves prirent d'abord la fuite. Ils n'étaient que 10, et un nuage venait de passer sur la lune. Mais quand ils virent qu'ils n'avaient affaire qu'à un enfant, ils revinrent sur leurs pas. Vous avez dû vous apercevoir que Mourad n'agissait pas à la légère. C'était un esprit réfléchi. Lorsqu'il vit approcher la ronde, il se dit « Ces gens ont fui, ils fuiront bien encore. Dois-je les attendre? Non. Le mieux est de courir sur eux. » C'est ce qu'il fit. Il eut un choc, et le premier qu'il rencontra en eut du regret. Mais ces regrets ne durèrent pas longtemps. 2 minutes après, il était mort. Mourad jeta de l'argent aux autres et disparut dans un buisson. Les Nubiens ne ramassèrent pas le mort, mais ils ramassèrent l'argent. Seulement il faut du temps pour retrouver quelques sequins dans la poussière, même par un beau clair de lune d'Orient. Aussi Mourad put-il s'enfuir à son aise et gagner un bois sombre et touffu. Une fois l'argent partagé, le chef réunit ses soldats et leur dit « Vous êtes tous aussi lâches qu'idiots. Nous avons devant nous quelques voleurs précoces qui vient de contracter un emprunt sur la cassette royale. C'est un pactole que cet enfant. Il nous a roulés dans les jambes en nous éclaboussant de quelques pièces d'or. Il faut remonter à la source. C'est de ce côté qu'il a fui. Notre intérêt et notre devoir nous disent assez ce que nous avons à faire. » Les 9 soldats se mirent en marche, n'avançant qu'avec précaution et fouillant les buissons de leurs lances. Mourad s'était blotti dans le taillis. Il sentit une haleine humide lui brûler le cou et 10 griffes lui pénétraient les épaules. Si je vous disais qu'il n'eut pas peur, je mentirais. Surtout qu'en se retournant, il vit 2 yeux,
2 étoiles rougeâtres le regardaient dans la nuit. La peur ne séjournait pas dans le cœur de Mourad. Cependant, il distinguait près de lui un autre groupe d'étoiles. Effroyable constellation. Le royal enfant était couché au milieu d'une portée de 3 lionceaux. L'inconnu avait pu le faire tressaillir, mais une fois qu'il sut à quoi s'en tenir, il reprit possession de lui-même et se mit à réfléchir sur ce qu'il devait faire. Me voici entre 3 lionceaux et 9 Nubiens armés jusqu'aux dents. Lesquels dois-je le plus redouter ? Les Nubiens, assurément, car ils ont eu peur et j'ai tué un des leurs. 2 vengeances à tirer de moi. Si je tue un des lionceaux, il criera, et à ce cri, des oiseaux de nuit s'envoleront. Mourad saisit donc à la gorge le monstre qui continuait à lui labourer la chair et lui enfonça son yagatan dans le ventre. Mais il s'y prit mal, car le lionceau passa de vie à trépas sans faire ouf. Aussi, la petite armée continua-t-elle à avancer en bon ordre. Seulement, au lieu de marcher, elle se mit à courir. Alors, l'enfant se redressa. Lorsque les soldats ne furent qu'à quelques pas du taillis, il prit un second lionceau et le leur lança au visage. Ce projectile d'un nouveau genre eut un effet foudroyant. Les Nubiens parcoururent en 10 secondes le chemin qu'ils avaient mis 25 minutes à faire. Le champ de bataille restait à Mourad. Des 3 lionceaux, un était mort, le deuxième se roulait dans le sable avec une large blessure dans le flanc. Celui-là n'imitait pas le mutisme de son frère. Il remplissait l'air de ses cris déchirants. Le troisième s'était blotti sous un amas de feuillage et faisait entendre de sourds grondements. Mourad eut un 3e caprice. Pour un début, ce n'était pas trop mal. Il voulut rapporter le dernier des lionceaux en souvenir de sa première sortie. Il rentra donc à tâtons dans les broussailles. Les 2 enfants ne tardèrent pas à se trouver face à face. Le jeune lion, que le sort de ses aînés avait fait réfléchir, se tenait sur la défensive. Aussi, quand Mourad fut à sa portée, il lui enfonça ses 10 griffes dans la nuque. Mourad sourit. Il eût été fâché de ramener un gibier sans défense. Saisissant sa proie à la gorge, il lui fit lâcher prise. Le lionceau ouvrit la gueule, râla, et tout étourdi, roula sur le flanc. Le fils de Marcy le prit alors par la peau du cou et l'emporta. Mais le blessé continuait ses lamentations, auxquelles répondit bientôt un cri puissant et sauvage. La mère arrivait à l'appel de ses petits. Mourad comprit que toute fuite était impossible. La lionne venait de s'arrêter sur une hauteur et se détachait en silhouette sur le ciel blanc. Elle regardait, éperdue, anxieuse, la clairière d'où provenaient les cris. Elle aperçut bientôt le blessé et ne fit qu'un bond jusqu'à lui. Elle le tourna dans tous les sens, léchant ses blessures, piétinant et égratignant le sol. De temps en temps, elle levait la tête et poussait un rugissement menaçant. Ses caresses sauvages hâtèrent la mort du lionceau. Quand la mère vit qu'il ne bougeait plus, elle se redressa comme pour chercher sur qui venger le grand malheur qui venait la surprendre. Elle entendit alors les plaintes de ce dernier enfant qu'on lui volait et s'arrêta, surprise de tant d'audace. On eût dit qu'elle comprenait que Mourad ne pouvait pas fuir. Aussi, sans hâte, battant ses flancs de sa queue, la tête basse, les oreilles couchées, la gueule entr'ouverte, elle s'avança vers lui, commençant à tracer des courbes dont il était terrifiant d'être le centre. Pendant ce temps, Mourad avait arraché ses vêtements et les avait roulés autour de son bras gauche. Le couteau à la main, il attendait, décidé à se bien défendre, mais convaincu qu'il n'avait que peu de minutes à vivre. Marchant toujours à reculons, ne quittant pas des yeux son redoutable adversaire, il avait gagné un rocher contre lequel il s'était appuyé. Quand la lionne ne fut plus qu'à quelques pas de l'enfant, elle s'élança sur lui. Mourad tomba à genoux. Son bras gauche disparut presque tout entier dans la gueule du monstre. La douleur qu'il ressentit était horrible. Il poussa un cri si sauvage que la lionne en fut intimidée. Alors, ne sachant plus ce qu'il faisait, ivre de rage et de stupeur, guidé bien moins par son courage que par son instinct, il enfonça son yatagan dans le ventre de la lionne. Ramenant son arme de bas en haut, il lui fit une plaie béante par laquelle les entrailles s'échappèrent. L'enfant se sentit inondé de sang. Il tomba sous le poids du cadavre et perdit connaissance. En vérité, mes amis, il ne fait pas bon rester dehors. Restons ensemble dans le palais de Marcy et voyons ce qui s'y était passé. D'heure en heure, pendant la nuit, des rondes parcouraient le château. Il arriva qu'un soldat, en passant devant la chambre de Mourad, glissa, au grand scandale de son chef, et s'étendit de tout son long sur la dalle. Il se releva et rentra au corps de garde en butte au colibé de ses camarades. Une lampe fumeuse éclairait la salle tant bien que mal.
Le soldat remarqua, en s'en approchant, que ses mains étaient rouges de sang. Il crut s'être blessé, se tâta, et s'aperçut que ses vêtements en étaient également imprégnés. « Voilà qui est étrange, dit-il à son chef. Je ne suis pas blessé, et cependant regardez mes mains, mes habits. » L'officier prit un falot et, accompagné par le soldat, il recommença sa ronde en sens inverse. Arrivé devant la porte de la chambre de Mourad, il s'arrêta et remarqua avec stupeur un filet de sang qui prenait sa source dans l'intérieur de l'appartement. Il courut en hâte prévenir le commandant du poste, chargé du service de nuit. Celui-ci s'en fut, tout effaré, donner avis de cette découverte au gouverneur du palais, qui en fit part aussitôt au chambellan de service, lequel, n'osant prendre la responsabilité de réveiller le sultan, s'en alla trouver le ministre qui, hors d'haleine, porta cette grave nouvelle à son maître. Marcy se fit habiller au plus vite. Pâle, tremblant, les yeux à demi ouverts, les vêtements en désordre, il courut chez la sultane. Celle-ci, qui ne s'attendait pas à cette visite et qui n'avait jamais vu son seigneur en pareil équipage, poussa un cri. À ce cri, les 50 suivantes de garde arrivèrent effarées. En entendant le récit de Marcy, la belle Adrama et 10 de ses femmes tombèrent pâmées. Par les sourcils du prophète, c'est bien le moment de faire de pareilles singeries. Nous n'avons pas un instant à perdre. Celle de vous qui reprendra ses sens la dernière recevra 50 coups de verge. Au même instant, tout le monde fut sur pied et prêt à partir. Le roi, la reine, le ministre, le gouverneur, le chambellan, le chef du poste, l'officier, le soldat, les 50 suivantes, les 50 gardes du corps et les eunuques se mirent en marche, précédés de 20 nègres porteurs de torches. Le cortège arriva devant la chambre de Mourad. La porte fut enfoncée. En voyant quelle était la victime, le roi respira plus librement. « Ce gouverneur nous a fait une peur, dit la belle Adrama. C'est votre faute, ministre, dit Marcy en fronçant le sourcil. Qui vous a donné l'audace de nous troubler pour cela? Seigneur, c'est votre chambellan de service qui est venu me réveiller et me dire que le prince se mourait. Si j'avais pu supposer, le chambellan, voyant sa faveur en danger, rejeta la faute sur le gouverneur du palais, qui s'en prit au commandant du poste. Celui-ci accusa l'officier de garde, qui fit appliquer sur le champ 100 coups de bambou aux soldats, cause première de tout le mal. Le cortège rassuré allait se remettre en marche, quand la reine poussa un cri. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» dit Marcy en faisant comme tout le monde 3 pas en arrière. « Ne voyez-vous pas que la chambre est vide? On a tué mon fils! Il n'y a pas à en douter. Je rêvais chat quand vous m'avez réveillé. Mon fils est mort! Mon fils est mort! Ça ne peut être que le gouverneur qui l'a tué. »« Vous ne savez pas ce que vous dites, chambellan, reprit Marcy. Et vous, madame, vous êtes folle! Rentrez dans vos appartements. Quant à vous, gouverneur de palais, songez que si mon fils n'est pas retrouvé au soleil levant, vous aurez les honneurs du pal. Allez, je compte sur votre zèle. » Marcy rentra chez lui, s'étendit sur des coussins et dormit jusqu'à 9 heures, ce qui n'était jamais arrivé. Il vit, en ouvrant les yeux, le gouverneur du palais, immobile au pied du lit. « Ah, vous voilà. M'apportez-vous de bonnes nouvelles? Seigneur, le jeune prince est retrouvé. Eh bien, dit Marcy à la belle Adrama qui venait d'entrer. Vous voyez que vous étiez trop prompte à vous alarmer. La sultane ne répondit rien et essuya une larme. Et où avez-vous retrouvé Mourad? Dans le bois d'olivier qui borde le parc. Ah ah! Voilà mon aiglon qui essaye ses ailes. Que faisait-il? Le prince dormait auprès d'une lionne et de 3 lionceaux. C'est impossible, gouverneur, je vous connais. Vous ne seriez pas allé le chercher là. Seigneur, la lionne était morte, ainsi que 2 de ses petits. Le 3e, le seul vivant, ne pouvant plus téter sa mère, la dévorait. Et qui donc avait fait ce beau carnage? Moi, dit Mourad, entrant pâle et sanglant, suivi de 2 esclaves qui tenaient son lionceau enchaîné. Marcy se leva, il courut au-devant de son fils, le prit dans ses bras et le couvrit de caresses. L'enfant ne les lui rendit pas. Il venait de s'évanouir, épuisé par la perte de son sang et vaincu par la douleur. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il fut soigné en fils de roi, en vainqueur de lion. Le ministre présenta, quelques jours après, un rapport au sultan par lequel il prouvait d'une façon péremptoire que le gouverneur du prince s'était donné la mort. Marcy sourit. « Voilà un beau travail, ministre. Je tiens à vous récompenser. Vous remplacerez le gouverneur auprès de mon fils. » Mourad grandit et son lionceau ne le quitta plus. Partout on les voyait ensemble, même sur le champ de bataille. Aussi firent-ils en même temps leur entrée à la passe d'armes de Fronsac. Vous connaissez maintenant Mourad Enakié Memoumovassi.
Retournons auprès de Charlemagne. Chapitre 6. Un ami dangereux. Une fois entrés dans l'arène, les Sarrasins se formèrent en demi-cercle. Les deux ambassadeurs s'avancèrent. Mourad prit la parole. « Je viens à toi, Charles, roi des Francs, de la part de mon père, Marsile, roi du Portugal, de Valence, de Léon et de Castille. Mon nom est Mourad Enakié Memoumovassi. Celui qui m'accompagne a pour nom Angoulafre. Il est préfet de Jérusalem et descend de Goliath en ligne directe. Nous venons offrir le combat à outrance à tes pairs et barons, dont nous déclarons ici nous soucier moins que d'un pépin de grenade, et prétendons faire respecter à tous ceux qui ces paroles entendront le nom de notre Dieu et celui de Mahomet, son glorieux prophète. Nous offrons le combat seul contre 20, 30 ou 40, à pied, à cheval, armés ou non armés, acceptant par avance toutes les conditions qu'il plaira à toi et aux tiens de choisir. Faute par vous d'accepter la rencontre, déclarons que notre intention est d'en donner sujet de risée aux 4 coins du monde, regardant comme félons et couards ceux qui refuseraient de se mesurer avec nous. En gage de ces paroles, voici mon gant. Mourad jeta son gantelet au milieu de l'arène. Angoulafre en fit autant. Un murmure parcourut le cortège. Charles l'apaisa d'un geste et prit la parole. « Je remercie le roi Marsile, qui siège à Saragosse, de l'honneur qu'il nous fait en envoyant son fils auprès de nous. Seulement ce fils est jeune, et ses paroles s'en ressentent. Il ne paraît pas connaître notre histoire, nos goûts et nos usages. Rien ne nous plaît autant que le combat pour la bonne cause. Il n'était donc pas nécessaire d'accompagner de menaces une offre bien accueillie d'avance et qui eût gagné à être plus courtoisement faite. Nous acceptons le défi, heureux de combattre pour l'amour du Dieu en 3 personnes, seul créateur de toutes choses, et pour la confusion de Mahomet, vrai larron de paradis. Aucun de nous ne se fait, pour sa sûreté, accompagné par des bêtes fauves. Mais tous nous avons assez chassé de le gros gibier, soit l'ours, soit le buffle aux cornes puissantes, pour ne pas redouter le maître prudent et son escorte. Nul ici ne descend de Goliath ou autre mécréant enfanté par œuvre démoniaque, mais tous sauront se montrer dignes de David, le favori du Seigneur. Ce que peuvent faire des hommes braves et forts, animés de l'amour de Dieu et du pays, nous le ferons, confiants dans celui qui dispose de la victoire. L'escorte de Charlemagne fit entendre de bruyantes acclamations, auxquelles les Sarrasins répondirent par des cris en l'honneur de Mahomet. Charlemagne désigna Bernard, son oncle, et Neim, duc de Bavière, pour régler les conditions du combat. Quant à Mourad, il choisit Priamus, roi de Perse, et Garland le barbu, alcade de Valence. Pendant que ceci se passait, le lion de Mourad, qui avait nom Ogris, ce qui signifie gueule de bronze en sarrasinois, le lion de Mourad avait cessé de rugir. Chose miraculeuse, ses yeux ordinairement remplis d'éclairs étaient devenus langoureux comme ceux d'une brebis. Tout en lui s'était adouci. Fasciné, il regardait Aude, qui, ne se doutant pas du charme opéré par sa beauté, continuait de causer avec Roland. Il s'avança lentement vers elle, ne la quittant pas du regard et toujours plus humble à mesure qu'il s'approchait. Chacun était préoccupé de telle sorte que le monstre eût pu arriver jusqu'à Aude sans qu'on le remarquât. Mais les chevaux à son approche s'écartèrent brusquement et se mirent à trembler si fort qu'ils imprimèrent au harnais un mouvement de roulis des plus désagréables. Ce qui attira l'attention de Charlemagne et de sa suite. Les yeux se portèrent alors sur le lion, mais lui, absorbé par sa contemplation, continua d'avancer, plus humble que jamais. Quand ils virent à qui il en voulait, les chevaliers tirèrent leurs épées et poussèrent des cris de menace, mais il continua d'avancer sans les voir. Mourad, étonné, appela son lion. 3 fois il poussa ce cri qui le faisait toujours accourir à ses pieds, mais le lion continua d'avancer sans l'entendre. Mourad, honteux et pâle de rage, s'avança sur lui et le frappa de son épieu. Mais le lion continua d'avancer sans se retourner. Aude, surprise, Aude qui ne tremblait jamais lorsque Roland et Olivier étaient près d'elle, Aude émue de pitié pour ce monstre fasciné qui s'avançait vers elle, soumis et tremblant,
Aude eut le courage de descendre de cheval et de s'approcher du lion. Comme il parut joyeux en la voyant près de lui, on eût vraiment dit qu'il cherchait à la rassurer et que, pour faire oublier sa force, il se faisait le plus petit qui lui était possible. Arrivé près d'elle, il se coucha et lui lécha les pieds. Aude se courba et passa ses doigts dans sa crinière. Le monstre lui lécha la main en tremblant. Alors la belle prit son écharpe et l'attacha autour du cou d'Ogris qui, se relevant, bien doucement de peur de l'effrayer, se laissa conduire en laisse. Grande fut la surprise des assistants, mais le plus étonné de tous, ce fut Mourad. Le Sarrasin ne se piquait pas de galanterie ni de belles manières. Aussi, mettant pied à terre, il prit son lion par la crinière et, sans se soucier du frêle lien qui l'enchaînait aux mains de la belle Aude, il voulut l'attirer à lui. Mais le lion furieux, lui montrant les dents, se mit à rugir de telle sorte qu'il en résulta une bagarre sans précédent. Tous les chevaux se cabrèrent, faisant voider les étriers aux cavaliers ordinairement les plus fermes en selle. Les spectateurs qui en trouvèrent la force se mirent à fuir dans toutes les directions, et, à 2 lieues de là, des paysans effrayés consultèrent avec surprise le ciel bleu, persuadés que le tonnerre venait de se laisser choir. Puis cette tempête apaisée, on vit avec terreur Mourad étendu sur le sol. On le devina plus qu'on ne le reconnut. De l'acier broyé avec de la chair, quelques lambeaux d'étoffe, voici tout ce qui restait du fils de Marsille. Le lion avait payé ses dettes de famille, le fils avait vengé la mère. Chapitre 7 où le préfet de Jérusalem commence à montrer ses dents. Angoulafre, qui, jusque-là, était resté impassible, commença à sentir la rage lui monter à la gorge. Il s'avança vers le lion qui s'était couché de nouveau au pied de la maîtresse de son choix et l'enleva de terre par l'oreille aussi facilement que nous prendrions un lapin. Puis il s'apprêta à lui tordre le cou. Olivier s'avança. « Quelle rançon te faut-il pour ce lion ? C'est un jouet qui plaît à ma sœur, et je serais aise de le lui offrir. Veux-tu de l'or ou des pierres précieuses ? Au pays où je commande, sur les bords de la mer Rouge, j'ai un palais de turquoise aux colonnes de cristal. Nul n'est assez bon marcheur pour en faire le tour entre le lever et le coucher du soleil. 100 tourelles d'argent s'élèvent vers le ciel. Sur chacune d'elles se tient un chœur ou un orchestre. Au cœur est un dôme gigantesque en or émaillé, et sur le faîte, un diamant si gros et si étincelant qu'on le voit la nuit à 30 lieues en mer. On l'appelle le diamant du salut, parce qu'il guide nos marins et rivalise avec l'étoile polaire. J'ai une épée nommée Glorieuse, Galas, Unificant et Enzias qui travaillèrent chacun 2 ans. Tu n'ignores pas qu'ils firent en outre 9 épées, chacun 3. Enzias fit Baptisme, Florence et Graban à Fierabras. Munificant fit Durandal à Roland, Sauvagine et Courtin à Auger le Danois. Galas fit Flamberge et Joyeuse à Charlemagne, et la tierce, Hauteclair, pour Closamond. Quand les 10 épées furent faites, les 3 frères firent venir un géant et lui dirent de frapper de toutes ses forces Glorieuses du tranchant des 9 épées. Glorieuse subit l'épreuve et entailla les 9 lames à un pied de la poignée. Donne-moi ce lion, et Glorieuse est à toi. Angoulafre sourit et laissa voir une double rangée de dents jaunes comme le cuivre et tranchantes comme des haches. Que ferai-je de tes armes ? Regarde et dis-moi si j'en ai besoin. Vois ses ongles, ils pénètrent plus avant dans l'acier que les tiens dans la chair. Vois ses dents, quelle machine de guerre aurait autant de puissance ? Je puis, en les joignant, sans effort, couper un chevalier en 2 à la ceinture. Vois ses mains, elles cueillent un chêne comme tu cueilles une violette. Vois ses bras effrémis. Un jour, en chasse chez le roi de Perse, j'ai étouffé un éléphant. Vois ses pieds et tremble de les approcher. Dans la Mubie, un rhinocéros présomptueux m'attaqua. Il me fit une entaille dans le mollet. La corne brisée resta dans la blessure et j'écrasai le colosse sous mes pieds.
À quoi me servirait ton arme? Il me faut ce lion cependant. Et puisque tu ne veux pas accepter rançon pour lui, il sera le prix de notre combat. Prétendrais-tu me combattre seul? Dit Angoulafre en riant d'une façon si bruyante que le lion crut sa dernière heure venue. Faut-il donc se mettre plusieurs pour combattre un chien? Le géant surpris lâcha le lion. Celui-ci fut en boitant se cacher derrière Aude, comme un caniche qui vient de recevoir une correction. Soit, dit Angoulafre, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Tu me vois disposé à rire et bénisant ton Dieu. Je ne suis d'ailleurs pas fâché de te faire voir comment mordent les chiens de mon pays. Pendant cette discussion, les spectateurs, encore plus curieux qu'effrayés, avaient repris leur place. Les chevaliers, avec l'aide de leurs écuyers, étaient remontés sur leurs coursiers. Les restes de Mourad avaient disparu. Charlemagne, ayant gagné la loge royale, fit signe que le tournoi pouvait commencer. Les trompettes retentirent de nouveau, mêlant leur éclat au bruit strident de la musique sarrasine. Les héros parcoururent l'arène, assignant à chacun son poste de combat. Alors qu'Angoulafre aux dents de cuivre s'approcha de Charlemagne. « Est-ce bien toi que l'on appelle le roi? Quel peuple est donc celui de France que tu suffis à le gouverner? Est-ce un souverain que j'ai devant les yeux, un souverain vêtu de soie comme une femme? Vous nous appelez chiens, chrétiens maudits, et vous vivez dans des taupinières comme si vous aviez conscience de salir le soleil qui daigne vous toucher du bout de ses rayons de rebut. Dans mon pays, le roi n'est pas seulement roi par la naissance. Fût-il caché au milieu de 100 000, on dirait en le voyant, voilà le roi. Il s'habille de fer et rougirait de se voir vêtu d'étoffe quand ses fidèles vont combattre. Quoi, et sans hardiesse, tu as laissé mourir devant toi un héros, fils de roi, sans essayer de lui porter secours. Tu as eu plus de pitié des tiens que de ton hôte. Et vraiment, vous avez dû vous réjouir, vous autres, en le voyant tomber. Mahomet l'a rappelé à lui, indigné de voir que nous étions deux pour défendre son nom contre d'aussi chétifs adversaires. Je suffirai seul à pareille besogne. Envoie-moi donc tes pairs et barons, ensemble ou séparément, et s'ils osent entreprendre cette aventure, crois-moi, embrasse-les une dernière fois avant de t'en séparer. Et, montrant Olivier, Angoulafre continua. Ce petit qui est là-bas a osé me défier. Donne-lui une escorte un peu digne de moi, s'il s'en trouve ici. Je consens à perdre quelques instants avec lui. Charlemagne n'était pas habitué à entendre de pareils discours. Son sang bouillait dans ses veines, et, suivant un cours irrégulier, lui apportait par moments la rougeur au front ou le laissait livide comme un mort. Il faut croire qu'on ne meurt pas de colère, puisque Charles a vécu depuis. Sa noblesse n'était guère plus calme. Angoulafre, lui, souriait toujours. C'est par des coups de lance qu'on répond à de telles paroles. Tu vas en recevoir 100 pour chacune des syllabes que tu as osé prononcer. Mal dit, roitelet, reprit le géant. Nos vaillants n'ont jamais besoin de porter 2 coups à leurs adversaires. Assez de paroles, seigneur, dit Roland. Ne voyez-vous donc pas combien nous souffrons d'attendre? Puis à Olivier, mon frère, mon ami, tu trouves beau mon château des bords de la Seine? Prends-le et laisse-moi combattre le premier. Non, dit Olivier. Pour la tiare, je ne céderai pas cette occasion de mériter mon entrée en paradis. Prends mon cheval et cède-moi ta place, dit Auger le Danois. Tu sais que Tachebrun n'a pas d'égal. Vous êtes fou d'insister, et c'est vraiment me faire injure. Aucun de vous ne ferait ce qu'il me demande. Olivier, après avoir baisé la main du roi, se fait armer et court prendre place à l'extrémité du champ clos, en face d'Angoulafre qui continue ses ricanements. Chapitre 8. Où l'aigle tombe, où le corbeau croasse, où le loup hurle, où le lion rugit. De grosses larmes roulent sur les joues de Charlemagne. Il regarde tristement ses pairs et se demande si Dieu permettra que de pareils champions de la croix meurent sans gloire sous le poing d'un mécréant. Olivier se signe et s'élance sur le géant. Tout le monde tremble. Olivier seul ne tremble pas. Il va sans dire que les conditions ordinaires de ces sortes de combats avaient été modifiées, car elles défendaient de frapper ailleurs qu'entre les 4 membres. Comment Olivier s'y fut-il pris? Angoulafre avait 4 fois sa taille.
Les deux combattants s'élancent l'un sur l'autre et disparaissent au milieu d'un nuage de fumée. Puis on entend un grand bruit de ferraille qui glace le sang dans toutes les veines. Olivier est-il désarçonné? Est-ce le bruit de sa chute? Non. Le nuage se dissipe et laisse voir Olivier ferme en selle à l'extrémité de la lice, prêt à fournir une nouvelle course. Sa lance a rompu la boucle du ceinturon d'Angoulafre, dont le sabre a creusé, en tombant, une profonde ornière dans le sol. Des acclamations frénétiques retentissent. « Hurrah pour le bon chevalier !»« Laissez aller !» Ils s'élancent de nouveau et disparaissent dans la poussière. Cette fois encore, Olivier échappe au colosse. Mais celui-ci, gêné par le peu d'étendue de l'arène et ayant mal calculé ses distances, arrive la lance en avant sur les tribunes publiques. Son arme redoutable trace un sillon mortel dans la foule et ébranle la charpente qui s'effondre sur les assistants. Dans la bagarre, le cheval d'Angoulafre s'est déchiré le poitrail. Jamais Ganelon n'a été de si bonne humeur. Il déteste Olivier, dont l'amitié pour Roland est proverbiale. Ce soir, se dit-il, ces vantards dormiront entre quatre planches. Lupus n'a ni moins de joie ni moins de haine au cœur que Ganelon. Le duc d'Aquitaine, ébloui par la beauté de la sœur d'Olivier, a demandé sa main. Gérard de Vienne l'a repoussée avec mépris. « Demandez-la à Roland », a ajouté Olivier en riant. Lupus et Ganelon étaient faits pour s'entendre. Aussi ne cesse-t-il de plaisanter à voix basse pendant qu'Olivier combat. Charlemagne, qui n'aimait pas que l'on fût d'humeur joyeuse dans de pareilles occasions, ne tarde pas à remarquer ses rires étouffés et à en être impatienté. Ce bouillonnement ironique l'agace. La harangue d'Angoulafre lui grince encore les oreilles, aussi se croit-il le sujet des railleries de ses vassaux. Il se redresse alors, heureux de trouver un prétexte pour donner cours à sa colère, et s'adressant à Ganelon et à Lupus, « Le loup et le corbeau, Dieu me pardonne, ose railler l'aigle. Mais est-il donc descendu si bas qu'il se trouve à leur portée ?»« Que notre Seigneur ne se méprenne pas de la sorte, reprend Lupus. L'acte récent de soumission que nous avons fait n'est-il pas de nature à nous mettre à l'abri de semblables suppositions? Quelle est la cause de cette joie malsaine? Quand le loup est en gaieté, le berger se doit de prendre garde. » Un coup maladroit d'Olivier nous a fait sourire, dit Ganelon en lançant un mauvais regard sur les combattants. Ah, c'est ce vaillant qui est en butte à vos railleries. En vérité, vous eussiez mieux fait de rire de moi. Ne suis-je donc plus Charlemagne et ce mécréant avait-il raison? Parce qu'un géant m'a regardé en face, voilà que les nains viennent me mordre les talons? Un de mes meilleurs soutiens a osé, pour l'amour de moi, tenter une entreprise dont la pensée est faite pour donner le vertige. Peut-être va-t-il mourir, et l'on ose rire de lui à mes côtés? Vous avez eu grand tort, je vous assure. Et puisque l'aventure que court Olivier est de celles qui vous font sourire, vous la courrez tous les deux sur l'heure. Maintenant, corbeau, maintenant, loup, priez Dieu pour ce vengeur, car je jure Dieu que vous le remplacerez au combat. Puis, laissant Ganelon et Lupus interdits, Charlemagne fut se rasseoir. Olivier et Angoulafre, qui n'attendaient que la présence du roi, coururent de nouveau l'un sur l'autre. Cette fois, Ferrand d'Espagne arriva seul de l'autre côté de l'arène. Le géant avait mieux pris ses mesures. Il avait laissé de telle sorte que son visage touchait l'encolure de son cheval. Olivier en profita et lui enfonça sa lance dans l'œil gauche. Angoulafre le prit entre ses deux mains puissantes et l'étreignit avec tant de force que l'armure, faussée de tous côtés, entra dans les chairs du chevalier. Puis le colosse, se dressant sur ses étriers, lança à terre le malheureux Olivier, qui y demeura sans mouvement. Son armure broyée était remplie de sang. Des cris d'horreur retentirent de tous côtés. Ils furent bientôt couverts par les vivas et la musique des Sarrasines. Charlemagne reste immobile. Ses yeux ne quittent pas le corps d'Olivier. Ses preux l'entourent, lui demandent de les envoyer au combat. Il ne les entend pas. On apporte une civière, des médecins accourent, un cri s'élève. Olivier respire encore. Alors Charles se redresse et, des larmes dans les yeux, il s'écrie « Monseigneur Saint-Jacques, vous en qui j'ai toujours eu foi, sauvez ce brave chevalier, et je vous promets une chapelle au pays des Sarrasins. Elle sera si belle, Monseigneur Saint-Jacques, que vous en verrez Dieu et des saints jaloux. » Puis, se tournant vers Ganelon et Lupus, « Et maintenant, à vous, comte de Mayence, à vous, duc d'Aquitaine, je jure le Dieu Tout-Puissant que si vous n'acceptez pas le combat demain, à la même place où ce vaillant vient de tomber, vous serez dégradé de l'ordre de chevaleur. » Qu'il en soit ainsi, dit Ganelon, si nous ne faisons pas voir que nous sommes d'aussi bonne race que vos favoris. Suivi de Lupus,
il descend dans le champ clos. Chapitre 9. Angoulafre le magnanime. Quand Angoulafre vit approcher ses nouveaux adversaires, il fronça le sourcil. « Ah ça! Pour qui me prend-on ici? Et pourquoi m'envoyer toute cette marmaille? Ma foi, Roitelet, je ne te fais pas mon compliment. Voilà un triste échantillon de ta cour. Tu n'as pas grand-peine à en être le premier. Je crois, en vérité, que tu m'offres les chevaliers de rebut dont tu es fâché et veux te défaire. Tu espères ainsi me lasser et te débarrasser de ce fretin. Je ne te donnerai pas ce plaisir et rougirais de prendre au sérieux ces petits hommes. Par le prophète! Mon père serait bien surpris s'il voyait quelle besogne on me donne à faire. » Et, haussant les épaules, Angoulafre s'en fut prendre place au bout de l'arène. Il refusa la lance que lui apportaient 30 de ses écuyers. Il serait plaisant que je prisse des armes pour combattre ces pygmées. Puis il partit sans trop hâter le pas de son cheval. Ganelon et Lupus s'élancèrent la lance en arrêt. Au lieu d'en diriger la pointe sur le géant, ils s'appliquèrent à frapper le cheval. « Aussi lâche que laid !» s'écrie Angoulafre. « Charles, Charles, je ne te donnerai pas la joie de te débarrasser de ceux-ci. Je prétends les épargner et les laisser concourir en paix à ta honte à venir. » Le géant se baissa, prit les deux chevaliers comme il avait pris Olivier, les regardant plus à son aise. « Fi, les vilains chrétiens, les tuer serait un meurtre. » Il se dirigea donc alors vers la chapelle, tenant toujours Gane et Lupus. Vous n'avez sans doute pas oublié la chapelle dont je vous ai parlé au commencement de ce conte. Une grande croix de fer la surmontait. Angoulafre s'en approcha et, sans faire le moindre mal à ses prisonniers, il les accrocha par leurs ceinturons aux branches horizontales de la croix comme deux bagues à un fil. « Défenseurs de la croix, soyez-en les gardiens, » dit le colosse, et il retourne prendre sa place dans l'arène. Chapitre 10. Comment Angoulafre eut une rage de dents dont il mourut. Roland n'écoute plus rien. L'insolence du géant a fait croître dans son cœur une de ces colères auxquelles rien ne résiste, quand elles ont pour auxiliaire une force et un courage comme les siens. La honte infligée à Ganelon et à Lupus l'exaspère. Il ne voit pas plus en eux des rivaux, des ennemis indignes. Ils sont chevaliers, ils sont chrétiens, et il prend sa part de l'insulte qui leur est faite. Il monte sur vieil Antif et s'élance dans le champ clos. Un murmure flatteur le salue à son entrée. On sent que le vrai combat commence seulement, et que, si Roland est vaincu, nul ne pourra lui succéder. L'honneur du nom français est l'enjeu de ce tournoi. 3 pages sont allés chercher le gant jeté par Angoulafre en signe de défi en le traînant péniblement au milieu de l'arène. Roland se baisse, le ramasse et s'approche du colosse. Il le lui lance au visage. En recevant cette insulte, le sarrasin perd son sang-froid et pousse un juron si effroyable que l'assistance entière fait le signe de croix. Vous ne serez pas étonné si je ne le reproduis pas ici. Ce seul mot compose cependant toute la harangue du préfet de Jérusalem. Il se sent en présence d'un ennemi digne de lui et comprend que le moment des paroles est passé. De même qu'un buveur blasé aime le vin qui gratte, les vaillants sont friands d'adversaires qui frappent de rue. Le colosse, cette fois, prend sa lance et son large bouclier. Les spectateurs n'ont pas une goutte de sang dans les veines. Bien des prières sont adressées à Dieu pour le triomphe du chevalier chrétien. Le signal est donné. Les combattants s'avancent et se rencontrent à moitié chemin. La lance se loge entre 2 dents et s'y brise. Les plus grands courages sont doublés de petites faiblesses. Le héros, qui vient de jouer gaiement sa vie sur le champ de bataille, recule souvent à la vue d'une araignée. Angoulafre, lui, tremblait à l'idée d'un dentiste, comme la plupart d'entre vous. Une molaire endommagée le faisait souffrir depuis 15 jours. Vous jugez de la rage qu'il éprouva en recevant sur cette dent un effroyable coup de lance. Ce n'est plus un homme, ce n'est plus un géant, c'est un monstre inconnu, ivre de fureur. Il perd ce sang-froid qui jusque-là a doublé sa force et, jetant ses armes, il se précipite en aveugle sur son adversaire. Mais Roland, que le danger n'a jamais ému, l'évite avec art et le harcèle. Il semble jouer avec son redoutable ennemi. Un coup habile tranche la sous-ventrière du cheval d'Angoulafre.
La selle tourne, le géant perd l'équilibre et tombe au bruit des éclats de rire de l'assemblée. Roland s'approche, lui tend la main et l'aide à se relever. Puis il lui demande s'il a besoin de repos. « Jamais je ne laisse un combat inachevé, répond le colosse. J'ai soif, voilà tout. » Charlemagne a entendu ces mots. Il donne des ordres à ses pages et l'on roule au milieu de l'arène une barrique de vin d'Espagne. Angoulafre la défonce d'un coup de poing, la vide d'un trait et, jetant la futaille vide par-dessus le mur d'enceinte, il remonte à cheval. Les combattants choisissent de nouvelles lances et après avoir pris du champ, ils se jettent l'un sur l'autre. Cette fois, ils s'atteignent tous deux en pleine poitrine. Quel coup! De nos jours, un vaisseau cuirassé n'y eût pas résisté. Angoulafre est repoussé jusqu'à l'extrémité de la croupe de son cheval. Il serre les genoux de telle sorte, pour éviter une seconde chute, que la malheureuse bête en devient poussive. C'est pitié de l'entendre tousser. Roland a fléchi sur le coup. Son dos a touché la croupe de vieil Antif, mais le brave chevalier n'a pas quitté la selle. La lance a glissé sur sa bonne armure, de la ceinture jusqu'à l'épaule. Il en est quitte pour un crachement de sang. « Il me répugne de tuer un brave tel que toi, dit le préfet de Jérusalem. Je t'offre la vie, accepte-la. Je ne puis accepter de toi que des Orions, reprend Roland d'une voix douce, car je suis assuré de te rendre tout ce que j'aurais reçu, voire de te faire largesse. Soit, dit Angoulafre, et les voilà aux prises de nouveau. Le géant a jeté sa lance et pris une hache d'armes dont la vue donne le frisson à l'assemblée. Roland jette lui aussi sa lance et tire Durandal du fourreau. Vieil Antif semble doué d'une intelligence humaine. Le brave animal devine les moindres intentions de son maître. Tantôt il bondit, tantôt il rase le sol. Puis il s'élance ou se cabre, et toujours il passe au milieu des coups sans être atteint. Le cheval du Sarrasin est loin de le valoir. Sa grande taille, son poids le rendent difficile à diriger. Il tousse depuis quelques minutes et n'obéit qu'avec peine aux morts et à l'épreuve. Grâce à une volte habile, Roland prend le géant de flanc. D'un coup de sa formidable épée, il coupe en deux le cheval de son ennemi. Angoulafre tombe assis par terre entre les deux moitiés de sa monture, en poussant un cri de stupeur et de rage. Les Mahométans ont cessé de rire, leur musique reste muette cette fois. Garland le barbu qui les commande écume de colère. Il a arraché un bon dixième de sa barbe. C'est que l'Acalde de Valence prévoit le sort d'Angoulafre et se demande si les siens reverront l'Espagne. Roland est acclamé, mais il n'y prend pas garde, et mettant pied à terre, il s'approche du colosse qui n'est pas encore relevé. Reste assis, préfet de Jérusalem, et, pendant que tu te reposeras, envoie-moi quelques-uns des tiens. De la sorte, il n'y aura pas de temps perdu. Que le tonnerre m'écrase si je te laisse un instant de répit. Monte à cheval et défends-toi bien. Je n'ai l'habitude d'accepter aucun avantage et, puisque te voilà démonté, je continuerai le combat à pied. Pendant ce dialogue, 10 chevaux ont emporté les restes de la monture d'Angoulafre. Alors commence un combat plus terrible que les précédents. On se demande comment Roland échappe aux coups nombreux qui lui sont destinés. Mais le vaillant chevalier fait si bien qu'il approche du monstre et lui coupe la jambe droite à la hauteur du genou. Vous devinez quelle triste figure fait le préfet de Jérusalem avec ses jambes dépareillées. Il tombe et mord la terre avec rage. Il se roule, cherche à se relever et pleure son impuissance. Roland s'approche. Tu ne peux plus continuer ce combat. Ta vie m'appartient. Accepte le baptême et je t'épargne. Sans répondre, Angoulafre se roule jusqu'à la place où sa hache est tombée, il la ramasse et se coupe la jambe gauche au-dessus du mollet. Il se redresse alors et regarde fièrement Roland, il lui dit ce seul mot, « Continuons ». À la vue de cet acte d'héroïsme, Chrétien et Sarrazin applaudissent. Charlemagne lui-même est ému. « Préfet de Jérusalem, dit-il, cesse un combat inutile. Quelle preuve plus grande peux-tu donner de ton courage? Crois-moi, quand tu reparaîtras ainsi mutilé devant ton roi, dis-lui, c'est Roland qui m'a vaincu, et tu ne le verras pas sourire. Vous pouvez donc vivre, vous autres, avec la honte d'avoir été vaincus. Cela seul est au-dessus de nos forces. Regardez, cœur timide, vous avez vu comment nous combattons. Voyez maintenant comment nous savons mourir. Je ne vous raconterai pas la fin horrible de cette terrible lutte. Ce n'est plus un duel, c'est une boucherie. Les coups se succèdent sans relâche.
Roland est couvert de blessures. Son armure tombe pièce à pièce sous la hache du Sarrasin, mais il ne recule pas. Il sent ses forces diminuer et veut à tout prix en finir. Aussi, sans souci de la mort à laquelle il s'expose, il s'approche de son ennemi et lui porte un coup terrible qui l'étend à ses pieds. Il y eut un moment pendant lequel l'assemblée impressionnée demeura silencieuse. Le respect qu'impose toujours le courage contint l'élan de la joie générale. Cependant, cette première minute passée, chacun se sentit comme délivré d'un immense danger. La vue de Roland, au-dessus duquel se rendait Charlemagne, fit éclater de toutes parts des hurrahs frénétiques. Le roi embrassa son neveu et lui dit « Je veux te récompenser pour une si belle victoire. Que désires-tu ? Ma reconnaissance est sans limite. Sois ambitieux sans réserve. Quelle province veux-tu que je te donne ? Je suis plus ambitieux que cela, Seigneur. Le jour où je voudrais une province, j'irai la prendre. Que te faut-il alors ? » Aude venait de quitter Olivier, qui n'avait plus besoin de ses soins. Elle avait senti que le triomphe de son bien-aimé serait incomplet si elle n'y assistait pas. Roland la regarda de telle sorte que Charles, se tournant du côté de Gérard de Vienne, lui dit « Voilà un ambitieux qui vous demande sa récompense. Qu'en dites-vous, Gérard ? Et vous, Dame Guilbourg ? Ne vous semble-t-il pas que votre nièce serait heureuse d'avoir pour époux mon ami et neveu Roland ? Je vous la demande pour lui. » « Sire, dit Gérard, ce serait nous faire trop d'honneur. Aude ne saurait avoir un meilleur mari que Roland, qui est de votre lignage, ajouta Dame Guilbourg. Je n'étais pas assez riche pour satisfaire cet insatiable, reprit Charlemagne. Merci Gérard de m'être venu en aide. Ah ça, Turpin, voilà de la besogne pour vous. Nul autre n'est digne de célébrer un tel mariage. Préparez-nous un beau sermon. Les fiançailles auront lieu après notre retour à Cologne. Chapitre 11. Le testament d'Angoulafre. Angoulafre était étendu sur le sol, entouré de ses compagnons d'armes. Quand les médecins vinrent pour panser ses blessures, il les repoussa. « Allez au diable, distributeur de drogue! Mon âme ne fera pas la folie de demander dans une habitation aussi délabrée que celle que je peux lui offrir maintenant. Tous vos remèdes ne feraient que la chasser plus vite. Approche, Alcaïde de Valence, Corzablix, Margarise, entourez-moi tous, que je meure en regardant vos visages amis. Racontez au roi Marsi comment est mort Mourad, comment je suis mort. Dites-lui bien que mon dernier souffle m'a servi à demander vengeance de ce Roland. Je vous lègue à tous une haine trop vivace, trop forte pour qu'elle ne survive pas. Je destine mes biens, sans exception, à l'accomplissement de cette œuvre. Si la corruption doit vous venir en aide, n'épargnez rien. Il n'y a pas de conscience humaine qui ne croule à la vue des richesses dont vous allez disposer. Jurez-moi de ne rien négliger pour rater la chute de ce maudit, et je mourrai plus tranquille. Compte sur nous, dit Priamus. Nous héritons de ta haine, et, fût-ce dans 10 ans, fût-ce dans 20 ans, ce Roland périra de notre main. Nous le partagerons en autant de morceaux qu'il t'a fait de blessures, dit Garland le barbu. Sa mort sera matière à légende, ajoute Abysme, le favori de Marcille. Je te jure qu'il en sera parlé encore, alors que le souvenir de ce charlot sera éteint. Priez Mahomet qu'il nous protège, car celui qui m'a vaincu n'est pas facile à vaincre, dit Angoulafre. Fallut-il dépeupler la Nubie, la Perse, l'Égypte, l'Atlas, le Caucase, la Scythie et l'Espagne pour former nos bataillons, reprit Écrémis de Vauterne. Aussi vrai que Mahomet est plus fort que Saint-Pierre, Roland, Charles et ses pères mourront avant peu. Avant 1 an, nous coucherons à Cologne, dit un autre. Assez, barbares et fanfarons, reprit Angoulafre qui sentait le froid venir. Tâchez de rapporter vos os en Espagne et, si Mahomet vous en fait la grâce, renouvelez-y ses promesses. En attendant, veillez sur votre peau au tournoi de demain. La mort me tient à la gorge. Adieu. Ah, chien de Roland. Ce fut le dernier mot du préfet de Jérusalem. 60 Sarrasins prirent 30 lances qu'ils tinrent chacun par un bout, et marchant sur 2 rangs, les uns derrière les autres, ils improvisèrent une civière sur laquelle on étendit le corps du géant.
2 heures auparavant, il entrait à cheval, suivi d'un brillant cortège de rois, d'émirs et d'alcaïdes, précédé d'une musique sauvage, fier de sa force et sûr de son courage, railleur et menaçant. Mais quand Dieu ne prend pas fait et cause pour le lion, le moucheron en vient facilement à bout. Chapitre 12 où les 2 larrons descendent de croix. L'assemblée était tellement émue que nul ne pensait plus à Ganelon et à Lupus. Ce fut Pinabel, le neveu du comte de Mayence, qui le premier se les rappela. Il s'approcha de Charlemagne, lui demanda s'il ne convenait pas de secourir les 2 pendus et s'il voulait bien lui confier ce soin. « C'est Roland que cela regarde, dit le roi. Il les a délivrés, c'est à lui qu'ils appartiennent. Mon neveu, allez donc dénicher ces héros qui font là-bas triste figure. Vous jugerez sans doute à propos de leur donner la volée. » Roland causait avec Aude. Cette interruption le contraria. Il se dirigea cependant vers la chapelle, mais il y arriva de fort méchante humeur. « Ose pas. Voilà 2 fois, sans reproche, que je vous décroche sur le chemin. Pour l'amour de Dieu, ne compromettez pas ainsi le nom français à la légère. Songez que vous n'êtes pas le seul à le porter, et que je ne serai pas toujours là sur vos talons pour réparer vos fautes. » Et, sans attendre davantage, ayant remis les pendus sur pied, Roland retourna auprès de la belle Aude. « Ah ça, dit Lupus à Ganelon, vous sentez-vous d'humeur à digérer toutes ces insolences ? Il me semble, seigneur duc, que vous en avez votre part et que vous vous en accommodez à merveille. Il serait temps d'en finir. Qui vous retient ? Dit le comte avec un sourire. Les mêmes raisons qui vous font patienter. Ce Roland est un brutal et... Mais les badauds se regroupaient déjà autour des 2 vaincus, et ils ne leur épargnaient pas les railleries. Ne voulant pas continuer à faire les frais de la gaieté publique, ils prirent le parti de la retraite et rentrèrent sous leur tente. Ils y passèrent la nuit à former des projets fort peu catholiques, bien qu'ils prissent naissance dans des cerveaux chrétiens. Chapitre 13 la cuirasse de lin. Il est 9 heures. Tout repose au camp. On a éteint les feux par mesure de prudence. La lune a seule le droit de briller. Dans la plaine, cependant, des bateleurs continuent leur prouesse à la clarté des torches, devant de rares amateurs. Le public leur faisant défaut, ils plient bagages et vont chercher le sommeil au pied de quelque arbre de la forêt. Les moindres bruits meurent peu à peu. À peine un chant d'oiseau vient-il animer la plus belle des nuits. De loin en loin encore, on entend un cliquetis de fer. C'est une ronde de chevaliers. Les armures brillent un instant sous les rayons de la lune et disparaissent aussitôt dans l'obscurité. Faisons aussi notre ronde et voyons ce qui se passe dans le camp. Commençons par la tente royale. Si vous n'étiez pas avec moi, je vous défierais bien d'y entrer. Jamais trésors ni reliques n'y furent si soigneusement défendus. Charles repose sur un grand lit de parade. 120 hommes des plus fiers et des plus hardis sont chargés de sa garde. 40 chevaliers font à tour de rôle le tiers de la veillée. 10 au chevet, 10 au pied, 10 à dextre, 10 à sénestre. Chacun tenant une épée et un cierge ardent. Aude s'est aussi retirée dans sa tente. Elle ne dort pas et pense à tous les incidents de cette journée, à la fois maudite et bénie. Maudite, car elle a failli lui enlever son frère, son cher Olivier. Bénie, car elle a décidé de ses fiançailles avec Roland, son cher Roland. Ses femmes sont près d'elle. 10 mauresques lui chantent des refrains d'Espagne qu'elle préfère à tous les autres. Ce soir, elle ne les entend pas. Elle rêve. 4 saxonnes peignent ses longs cheveux, attendant pour la coiffer un signe qu'elle oublie de faire. 8 lombardes ont préparé un bain aromatique. 3 fois déjà elles l'ont renouvelé, car il s'est refroidi 3 fois depuis qu'elle rêve. Ogris n'a pas été plus heureux. Il a doucement posé sa tête sur ses genoux. Elle ne lui fait pas l'aumône d'un regard. C'est là un gardien qui rend plaisante la précaution qu'on lui a prise de placer des gardes à sa porte. Roland repose près d'Olivier. Les 2 vaillants se sont endormis, la main dans la main. Les amis sont devenus frères. Pendant ce temps, Gan et Lupus combinent une entreprise meurtrière.
Ne croyez-vous pas que Marcy donnerait un bon prix du corps de ce Roland ? Je le crois, répond le duc d'Aquitaine. Mais le mieux serait de le lui livrer vivant pour qu'il s'en arrangeât. C'est l'adresse qu'il lui faut opposer. Quant à la force, n'y songeons pas, ni vous ni moi n'en viendrions à bout. Sortons du camp et voyons quels sont ceux qui se promènent sur la lisière du bois. Un couple charmant cause à voix basse. Mita, la digne sœur d'Aude la Belle, Mita, que nous avons remarqué en tête du cortège royal et que nous avons surnommé le petit chevalier de Nacre, Mita marche, appuyée sur le bras de Miton de Rennes, l'ami de Roland. Derrière eux viennent une suivante et un page. Elle est bien heureuse, ma sœur, d'avoir pour chevalier un homme comme ce Roland. Vous me brisez le cœur en parlant de la sorte. Faut-il donc, pour vous plaire, être le seul chevalier qui ne se puisse égaler ? Je sais ce que je vaux, et mérite, ce me semble, que l'on fasse des prodiges pour m'obtenir. Écoutez, seigneur Miton, vous voulez m'épouser, n'est-il pas vrai ? Vous me répétez sans cesse que vous feriez des miracles pour me plaire. C'est la vérité. Eh bien, j'en veux la preuve dès demain. Au point du jour, vous recevrez mes ordres. Si vous menez à bien l'entreprise que je vous ménage, je serai vôtre, et avec fierté. Si vous l'entreprenez sans y réussir, je serai votre ami, comme par le passé, mais rien de plus. Si vous reculez, ne m'adressez plus la parole, je vous répondrai comme à un lâche. Ils étaient arrivés à l'entrée du camp, là, ils se séparèrent. Au revoir, Miton. Puissiez-vous réussir demain, je vais le demander à Dieu. Puis elle tendit au chevalier une main qui tremblait et que celui-ci baisa respectueusement. Miton rentra chez lui et ne ferma pas les yeux de la nuit. Chaque fois qu'un pas se faisait entendre auprès de sa tante, il courait à l'entrée, croyant recevoir le message de Mita. Au petit jour, une suivante apparut. Elle lui remit un paquet et lui dit « Ma maîtresse m'envoie vers vous pour vous faire connaître ses volontés. »« Va trouver le seigneur Miton, m'a-t-elle dit. Et s'il tient réellement à me prouver qu'il est digne de moi, qu'il se réjouisse, car je veux lui en fournir l'occasion. Remets-lui cette chemise de lin que j'ai portée, et dis-lui de la revêtir aujourd'hui pour le combat. S'il m'aime, il la considérera comme un talisman plus fort et sûr que l'acier. Plein de confiance, il se présentera au tournoi sans autre arme défensive que ses choses de maille, son écu et son aume. S'il fait cela et s'il triomphe, je serai prêt à lui donner une telle preuve d'attachement qu'il me demandera. S'il ne réussit pas dans cette aventure, il n'en aura pas moins mon estime et mon amitié pour l'avoir entreprise. S'il meurt, je porterai son deuil et mourrai dans un couvent. S'il refuse, je le mépriserai comme le plus faux et le plus lâche des hommes. » Miton s'agenouilla pour recevoir l'envoi de sa dame. C'était peut-être son linceul qu'il couvrait de baisers. Puis il se releva souriant et dit à la messagère « Retournez auprès de celle que vous avez l'honneur de servir. Dites-lui que je suis heureux et fier qu'elle m'ait donné l'occasion de mourir pour lui plaire. Sans elle, la vie n'est rien pour moi, et c'est me soumettre à une épreuve vraiment trop légère. Je ne craignais qu'elle ne m'éloignât, c'eût été me tuer lentement. Je me sens bien heureux maintenant que chaque minute qui s'écoule peut lui être ouvertement consacrée. » Miton donna à la suivante tout l'or et l'argent qu'il possédait, la congédia et se prépara au combat. Il revêtit la chemise envoyée par Mita. Je vous assure qu'il avait fort belle mine et ne prêtait pas à rire lorsqu'il fut équipé comme l'avait voulu sa dame. Il est bon de vous dire aussi que notre chevalier avait 23 ans, un charmant visage encadré par de longs cheveux blonds, et qu'il ne le cédait à personne pour l'élégance et la force. L'armure de lin qu'il venait d'endosser, assujettie autour de sa taille par une riche ceinture, lui descendait jusqu'aux genoux, laissant à nu son cou et ses bras qu'il avait fort blancs. Ainsi équipé, il fit demander Turpin, lui conta son aventure, se confessa, communia et se mit en prière en attendant l'heure d'entrer en lice. Chapitre 14. Mon joie, gloire à Jésus. Il est 9h du matin. Les héros vont de tous côtés criant à plein gosier. Lacéléum, Lacéléum. Les combattants se préparent.
Ils examinent une dernière fois et avec le plus grand soin les moindres pièces de leur armure, s'assurent que leurs chevaux sont solidement harnachés et, ces précautions une fois prises, se rendent dans la lice. Les Sarrasins par la porte du Midi, les chrétiens par celle du Nord. Charlemagne prend place dans sa loge impériale. Himiltrude est à ses côtés. Aude s'assied dans la tribune réservée à la reine de beauté. Ogris s'est couché à ses pieds et promène ses yeux étonnés sur la foule. Les tribunes sont encombrées, les combattants sont à leur poste. Les fanfares et les acclamations remplissent l'air. Charlemagne attend. Les héros réclament alors le silence, lisent les conditions de la joute et exhortent les chevaliers à faire leur devoir en l'honneur de Dieu, de l'empereur et des dames. Puis ils invitent les deux chefs chrétiens et sarrasins à prendre chacun le commandement du corps qui lui est confié. Garland le barbu sort des rangs et passe ses gens en revue. Miton en fait autant et s'avance dans l'arène. La vue de son bizarre accoutrement attire l'attention générale. « Qu'est-ce à dire ?» s'écrie Charlemagne. « Miton a-t-il perdu la raison ? Qu'on lui porte à l'instant l'ordre de quitter le champ clos !» Ogier le Danois, interprète de la volonté impériale, s'élance. Mais il est retenu par Turpin qui a entendu l'exclamation de Charles. « Pardonnez-moi, sire, de suspendre ainsi l'exécution d'un ordre que vous avez donné, mais Miton accomplit un vœu. Votre Majesté essayerait en vain de l'empêcher de combattre. Dieu seul est assez puissant pour le sauver. » Et le regard sévère de l'évêque rencontre le regard suppliant de Mita qui détourne les yeux. Aude a tout compris et veut intervenir. « Sire, vous ne pouvez laisser mourir ainsi un brave chevalier. » Charles secoue tristement la tête. « Je connais Miton. Rien ne l'empêchera de poursuivre cette entreprise. » Puis se tournant vers la cour de Reine de Beauté, « J'ai parmi vous, mesdames, une cruelle ennemie qui envoie à la mort un de mes meilleurs chevaliers. Disons pour le condamner de cette furieuse beauté la prière des morts. » Alors chacun se lève et répète à voix basse la prière que Turpin prononce à haute voix. Seule, Mita éperdue n'a pas la force de se redresser. Elle tombe à genoux et y serait restée accablée si sa sœur ne l'avait pas relevée. Pendant ce temps, Miton, étranger à ce qui se passe, n'écoutant ni les cris de la foule ni les prières de ses compagnons d'armes qui l'exhortent à ne pas se livrer ainsi à la mort, Miton, heureux et fier de l'épreuve qu'il va subir, a pris ses dispositions de combat. 100 chevaliers sont à leur poste, 50 sarrasins et autant de Français. Leurs chefs les ont placés sur 2 rangs, 25 de front. C'est vraiment un imposant spectacle que celui de ces vaillants revêtus de leurs plus brillantes armures, droites et alignées, fermes sur leurs selles de bataille. On dirait une colonnade d'acier. Les chevaux, non moins impatients que leur maître, hennissent et frappent la terre du pied. Enfin, Charlemagne donne le signal. « Laissez aller !» crient les héros. À peine leur voix s'est-elle fait entendre que les combattants du premier rang se sont élancés. Ils se rencontrent au milieu de la lice avec un épouvantable fracas. En vain, les spectateurs cherchent à distinguer le résultat de ce premier choc. Il faut attendre que la poussière se soit dissipée. Le cœur de Mita bat bien fort pendant ces quelques secondes. Enfin, elle voit son chevalier, ferme en selle, aux prises avec Garland le barbu. La moitié des combattants est sur le sol, quelques-uns dans un si piteux état que leurs écuyers doivent venir les prendre et les traîner hors de la bagarre. D'autres, cependant, se relèvent et vont chercher de nouveaux adversaires. « Allah Akbar ! Dieu est grand !» crient les Sarrasins. « Gloire à Jésus ! Montjoie ! Montjoie !» crient les chrétiens. Et voilà le second rang qui s'ébranle et prend part au combat. Cet ouragan d'acier fait de nouvelles victimes. Le cri des trompettes et des nacères sarrasines, les roulements des tipanons et des gongs couvrent le bruit des gémissements et des imprécations. On enlève les morts et les mourants une fois encore. Les blessés se mettent à l'abri tant bien que mal. 40 combattants restent aux prises, 25 mécréants, 15 chrétiens. Depuis un quart d'heure, Miton et Garland luttent sans qu'aucun n'ait l'avantage sur l'autre. Du tranchant de son épée, le comte de Rennes a fendu le cabassé de l'Achaïde de Valence et lui aurait ouvert le crâne si le turban n'avait amorti le coup. Garland a entaillé l'écu de son adversaire et la chemise de lin commence à se marbrer de sang. Miton voit diminuer le nombre des preux qu'il commande et veut en finir avec son ennemi pour leur porter secours. Il s'approche, les genoux se touchent, l'étrier frotte l'étrier. Sans souci du danger, il se découvre, saisit Garland par le collet de sa cotte de maille, l'enlève, le passe de la main droite dans la main gauche, lui appuie son épée sur la gorge et l'oblige à demander grâce.
puis il l'envoie à pied hors de l'enceinte du combat et donne le cheval du mécréant à Thierry, duc d'Ardenne, qui vient d'être démonté. Chachan el-Dabja, émir de Tolède, a la présomptueuse pensée de venger Garland le barbu. Comme si, pour avoir déchiré quelques lions dans le désert, éventré quelques éléphants et taillé en pièces un millier d'ennemis, on pouvait prétendre vaincre un chevalier français. Il pousse son cri de guerre et s'élance à l'encontre du comte de Rennes en brandissant un fléau à 7 chaînes, le même dont Attila se servait contre les légions d'Aétus. Mais le coup ne rencontre que le vide. L'émir perd l'équilibre. Miton en profite pour saisir Chachan el-Dabja par la jambe. Il l'arrache de selle avec tant de violence qu'il brise en même temps le trousquin, entraîne le harnais et renverse le cheval sur le flanc. Alors les assistants virent, chose étrange, le comte de Rennes prendre son ennemi par les chevilles, le dresser sur ses étriers, et se servant de ce corps comme d'une massue, le faire tournoyer au-dessus de sa tête, s'élancer dans la mêlée et assommer les infidèles à coups d'émile. Chaque fois qu'elle retombe, la chair rencontre une arme en défense, aussi n'en reste-t-il bientôt que des lambeaux. Peu à peu, l'arme humaine perd de son poids et devient hors de service. Lorsque Miton la rejette, elle a couché sur le sable 8 sarrasins. Il promène alors ses yeux sur le champ clos. Marganis, préfet de Carthage, combat Roire de Limoges et Itier de Clermont. Garnaï, roi d'Éthiopie, tient tête à Lambert le Court et à Humbert, comte de Bourges. Mkamat Adada, calife de la Mecque, fait bonne contenance en face de Riol du Mans, d'Oël de Nantes et de Bazin de le Genevois. Ali, roi de Maroc, est aux prises avec Pinabel, tandis que Sangaran, qui commande aux sources du Niger, Aymalanko, chef des tribus des bords des lacs salés, tous deux plus noirs que le péché, et Zumzum Kalak, roi de Garbe, sert de près Emery de Narbonne, qu'il leur rend 2 estocades pour ruine. Miton vole au secours de ce dernier et le dégage en 3 minutes et 20 coups d'épée. Sangaran et Baymalanko tombent. Ils vont rejoindre le diable dont ils portent la livrée. Merci et à charge de revanche, dit Emery au comte de Rennes. Dans quelques instants, j'aurai fini avec ce mécréant. Un tête-à-tête n'a jamais rien qui m'effarouche. Laisse-moi et porte plutôt secours à Pinabel, lequel il reste à peine assez de sang pour ne pas mourir. En effet, le neveu de Ganelon frappe en aveugle. Son sang lui coule dans les yeux. Le roi de Maroc, qui voit venir à lui un nouvel adversaire, prend brusquement le parti d'abandonner Pinabel et de courir sus à Miton. Cette volte est si habilement faite qu'elle surprend ce dernier et le livre, pendant 4 secondes, entièrement découvert à la rage d'Ali. Ce moment d'oubli vaut au comte de Rennes un coup d'épée qui lui ouvre le bras gauche, de l'épaule au coude, et lui trace un chevron purpurin sur le poignet. Mita pousse un cri comme si elle eût reçu le coup et cache sa figure entre ses 2 mains. Voyez donc, sire, dit Miltrude, comme cette petite Mita prend intérêt au combat. La blessure que vient de recevoir le comte de Rennes lui fait grandement saigner le cœur. Gardez pour vous ces sornettes, madame, répond l'empereur, qui n'aime pas qu'on le trouble mal à propos. Quand des hommes jouent de l'épée, les femmes doivent s'abstenir de jouer de la langue. Et il tourne brusquement le dos à la reine. Le fait est que le moment était mal choisi pour discourir. Riol du Mans venait de faire sauter d'un habile revers la tête de Mkamat Adada. Le projectile d'un nouveau genre était venu frapper au visage Marganis, préfet de Carthage, et l'avait troublé au point de lui faire négliger de parer un coup furieux que lui portait Iter de Clermont. Cette négligence bien excusable lui coûta la vie. Un coup de sabre le cloua sur la croupe de son cheval comme un papillon sur du liège. Garnaï sent aussi que sa fin est proche. Lambert le Court ne lui laisse pas de répit. Il ne sera pas dit, s'écrie fièrement le roi des Éthiopiens, que j'aurai reçu la mort d'une main chrétienne. Et, appuyant sur le sol la poignée de son épée, il se traverse le corps. Il meurt en criant « Allah !» Emery de Narbonne, un enfant de 16 ans, semble jouer avec son adversaire. « Chien !» lui dit Zumzum Kalak. « Ne combattras-tu pas plus sérieusement ?»« Je vais t'apprendre la politesse, » dit Emerio sans cesser de rire. « D'abord, je n'aime pas que l'on me parle la tête couverte. » Et son épée fait voler en morceaux le casque du roi de Garbe, un de ces casques fameux de l'antique tribu des Béni-Had. À la bonne heure, païen, craignais-tu de ne pas te noircir le teint ?
Un coup de hache qui brise l'écu du comte de Narbonne est la réponse de Zoum Zoum Kalak. Dieu me pardonne, il devient méchant, reprend Emery sans se déconcerter. Il faut le mettre en pénitence. Son épée siffle, fait voler l'arme avec le poignet droit du roi de garde et met ainsi fin au combat. Le roi de Maroc seul résiste encore. Miton a hâte d'en finir car il sent ses forces qu'il abandonne. Cependant, il n'accepte d'aide que de Dieu. Son écu est brisé, son bras gauche ouvert par une terrible entaille reste inerte à son côté. C'est au prix de 5 blessures qu'il peut en faire une à son ennemi. Mita est étrangère à tout ce qui n'est pas le comte de Ray. Elle vit de sa vie, elle souffre de ses blessures et serait tombée morte du coup qui l'eût achevée. Combien elle maudit sa cruelle exigence, quelle haine elle porte au roi du Maroc. En vérité, jamais la mort d'un homme ne fut aussi demandée à Dieu. Miton sent le froid l'envahir. Un bourdonnement lugubre lui fait craindre une fin prochaine. Il se roidit contre la mort, porte un dernier coup à l'ennemi et tombe sans connaissance sous les pieds de son cheval. Ce coup est le dernier que reçoit le roi mort. L'épée a transpercé sa poitrine et la lame est restée dans la plaie. Il est pris d'un dernier frisson. Il ouvre les bras, lâche ses armes et pousse un cri si terrible que son cheval effrayé part au galop, droit devant lui, et vient se heurter contre le mur d'enceinte. Le cavalier roule sur le sol. Le roi du Maroc est mort. Charlemagne se lève rayonnant. « Ogier, dit-il au roi de Danemark, allez me quérir des nouvelles de Miton, et dites-lui combien je l'aime. Je ne suis d'ailleurs pas seul à l'aimer ici, à ce qu'il paraît. Ah ça, petit, ajouta-t-il en s'adressant à Mita, vous avez de dangereux caprices. Les choses ont bien tourné cette fois-ci, mais je vous engage à ne pas tenter le diable à nouveau. Mita se jette aux pieds de l'empereur et lui baise la main sans dire mot. Charlemagne sourit. Allons, relevez-vous, comtesse de Rennes. Chapitre 15. Marche funèbre. Ainsi se termina cette brillante passe d'armes. N'avais-je pas raison quand je vous disais qu'on n'en vit jamais de pareil ? On conduisit à l'ambulance tous les blessés sarrasins, et je n'ai pas besoin d'ajouter qu'ils n'eussent pas été mieux soignés s'ils avaient reçu le baptême. On enterra les morts. Ils étaient 63, pas un de plus, pas un de moins. Il y eut après cette joute bien des trônes vacants aux pays orientaux. Les médecins déclarèrent qu'aucun des blessés ne pourrait se remettre en chemin avant 1 mois au plus tôt. Charlemagne combla les survivants de riches cadeaux. Puis après 4 ou 5 jours de fête, il fit ses préparatifs de départ, laissant une forte garnison à Fronsac. Il voulait célébrer l'Avent dans une ville du diocèse de Juliers, autrefois nommée Dury, et la solennité de la résurrection à Saint-Lambert de Liège. Quand les Sarrasins se virent seuls, ils convirent, après délibération, d'informer sans retard le roi Marsile du triste sort de ses envoyés et de lui porter le corps de son fils. Nul ne se souciait de se charger d'un tel message et chacun prétendit souffrir horriblement de ses blessures. Ainsi, de cette brillante ambassade, il ne restait que les timbaliers. Le cortège se mit en route pour l'Espagne. Les tipanons voilés de blanc précédaient de 20 pas un cercueil. C'est entre 4 planches que Mourad Enakied Memoumovassi en rentra dans les états de son père.